Et si votre téléphone vous permettait d'acquérir une fraction d'un palace parisien, d'une œuvre d'art ou d'une start-up prometteuse? La tokenisation répond à cette question avec un grand oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Token Talkers, votre podcast incontournable sur le Web 3.0 et plus précisément la tokenisation d'actifs. Plongez avec nous dans l'univers fascinant de cette technologie émergente et découvrez comment elle révolutionne notre monde, nos finances, notre économie et redéfinit les échanges de valeurs. Chaque semaine, nous accueillons des invités passionnés et engagés, tous animés par une vision commune: rendre ces technologies accessibles à tous. Ils partagent avec nous leurs connaissances approfondies, leurs expériences uniques et leurs perspectives d'avenir. Que vous soyez un professionnel aguerri, un investisseur avisé ou simplement curieux d'explorer cette révolution technologique, Token Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré. Hello tout le monde, bienvenue sur cet épisode du podcast de Token Talkers. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Chauveau, qui est un irréductible du MMA et qui est tout simplement en train de digitaliser le MMA grâce à sa boîte MetaFight. Donc, on est très content de te recevoir aujourd'hui, Thomas. Comment ça va? Hello Jean, hello Lupo, merci beaucoup pour l'invitation déjà, et ça va plutôt bien et vous? Génial, génial. On voit que tu es hyper actif et engagé, en tout cas depuis plusieurs temps dans le Web 3. Tu as monté pas mal de choses, dont ce projet MetaFight. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste, MetaFight? Et bien MetaFight, c'est une idée qui est partie du constat que le MMA était un sport qui explosait, mais qui avait beaucoup de mal à s'organiser, à se lier. On parle de décentralisation puisqu'on est sur un podcast Web3, mais eux, leur problématique, c'est la centralisation aujourd'hui. Les ligues ne communiquent pas, il n'y a pas de fédération comme ce qu'on va avoir dans le football, par exemple. Donc, c'est plein d'indépendants qui font ce sport un peu partout. Et on s'est dit, nous, que les outils Web3 pouvaient avoir un vrai intérêt pour essayer d'apporter un vrai plus à ce sport, surtout avec les chiffres qu'ils avaient sans cette professionnalisation. On s'est dit qu'il y a vraiment un gros coup à jouer. OK, trop cool. Est-ce qu'on peut expliquer, un petit peu, la façon dont ça s'organise, la façon dont vous avez repensé un petit peu justement, chaîne pour qu'elle soit plus équilibrée, et au niveau justement, des gains et cetera, de la centralisation, si on peut savoir un peu plus pour nos éditeurs peut-être qui connaissent pas encore le projet? Bien sûr. Donc nous, on a construit le projet avec au milieu une collection de cartes. Donc la même chose que vous allez pouvoir avoir de l'époque Panini ou d'un autre gros projet Web3 qui peut s'appeler Sorar, par exemple. Donc le principe est un petit peu le même. Vous avez 5 raretés. Chaque fighter existe dans ces 5 raretés et vous pouvez obtenir ces fighters dans des packs. Pourquoi des packs? Parce que ça tombe au hasard et que les gens qui vont aller chercher la superstar, ben, ils vont aussi tomber sur le petit jeune qui commence. Et c'est ce qui va permettre, parce qu'on rémunère l'ensemble des fighters sur les cartes qu'ils vendent, et ben, de rémunérer les petits comme les grands. C'est ce qui nous a permis aussi de signer des grands fighters alors qu'on n'avait pas un budget qui peut correspondre à ce qu'ils demandent normalement pour ce type de partenariat. On a des gens qui prennent des 100 000 euros pour faire une story sur Instagram qui ont accepté de venir chez nous parce qu'il y avait ce concept en fait qu'ils ont apprécié de pouvoir se dire mon image va servir à participer à la carrière de gens plus jeunes qui veulent avoir la même passion que moi. Donc ça, on va dire, c'est l'élément central de lancement de MetaFight. Et derrière, on s'est dit, allons plus loin, essayons de construire tout un écosystème autour de ces assets. Donc, on a un premier jeu où on peut utiliser ces cartes, pas seulement les collectionner, mais aussi affronter d'autres joueurs qui ont des cartes aussi, pour gagner des rewards, pour gagner les gants dédicacés comme vous voyez derrière moi, pour gagner de l'Ether, parce qu'on reste dans le Web 3 et que la crypto est au centre de cet écosystème, gagner d'autres cartes, etc. On a choisi également de pouvoir proposer de la diffusion, parce que ça fait partie de ces éléments non centralisés. C'est très compliqué de regarder le MMA aujourd'hui. Alors, on l'a vu avec le foot, les gens dire oui, mais il faut Canal, plus RMC, plus... Mais aujourd'hui, pour le MMA, c'est 30 plateformes différentes si tu veux suivre les ligues majeures. Donc, on a essayé de créer quelque chose qui est toujours en R&D aujourd'hui, mais sur lequel on a pu faire des premiers pas. C'est-à-dire diffuser à l'intérieur de ce qu'on va appeler des rooms 3D ou le métaverse pour certains.
Donc, tu peux venir avec ton casque, ton téléphone ou ton PC et rejoindre tes amis, même s'ils sont à l'autre bout du monde, et avoir le même signal, synchronisé en même temps et surtout pouvoir communiquer. Et donc, ça devient une expérience sociale où des gens du monde entier se retrouvent au même endroit pour regarder le même événement sportif. Aujourd'hui, c'est diffusé en flux streaming. C'est pour ça que je dis qu'on a encore beaucoup de R&D. Notre objectif à terme étant de le diffuser complètement en 3D et pouvoir proposer en fait à l'utilisateur de se placer n'importe où dans l'organisation sportive, dans la salle où a lieu l'événement sportif. Parce qu'on peut l'imaginer pour le MMA, donc je puisse moi aller me mettre carrément dans la cage et voir le combat à moins d'1 mètre des combattants. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer pour le foot, par exemple, et que je sois en train de courir avec les attaquants vers le but. Donc voilà, ça c'est notre deuxième produit et c'est celui sur lequel on a beaucoup de travail encore, et surtout on doit attendre en fait que les technologies évoluent. Aujourd'hui, on sait faire ce qu'on veut faire, mais on sait faire en environnement fermé. Dès qu'il s'agit de l'envoyer à d'autres utilisateurs, il faudrait des connexions fibre 10 gigas plus, il faudrait que tout le monde soit sur les derniers ordi possibles avec des super cartes graphiques. Donc clairement, je ne vais pas proposer un produit qui est disponible pour moins d'1% de la population. Par contre, notre produit actuel est disponible à tout le monde. Tu peux y aller avec des smartphones qui ne sont pas forcément récents. Donc, on a cette partie grand public qui nous permet de faire, en tout cas, de faire de la pédagogie autour de l'intérêt de ces outils. Et puis, au fur et à mesure, on va bosser en R&D et suivre de très près les avancées technologiques en termes de connexion, de data, la 6G, les nouvelles fibres, etc. et l'avancée des devices pour pouvoir à terme le proposer en full 3D, d'abord en replay, puis en live. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, on a donc ce jeu, on a donc ce streaming, on a donc ces cartes. C'est ce qu'on a voulu faire, on va dire, dans les 3-4 premiers mois de MetaFight. Donc, ça a avancé. Le streaming, on a déjà diffusé 13 soirées de fight pour 3 organisations différentes, dans 3 environnements 3D différents. Le jeu, on a eu 8 mois d'alpha, où les gens ont débugué avec nous. On a reçu plus de 12 000 retours de la communauté. On a pu distribuer $50 000 de reward aux gens qui nous ont aidés à débugger, parce que c'est aussi ce principe. Et puis générer plus de $250 pour les 700 fighters qui ont signé avec nous depuis le début. Wow. Ah, incroyable. Ouais. Voilà. L'objectif derrière ça va être aussi de créer de quoi un écosystème étendu, et de pouvoir tendre la main aux gens et de dire vous voulez rentrer dans ce monde-là, et ben venez créer des expériences avec nous. Vous pouvez utiliser nos assets. On a la chance d'avoir toutes ces licences qui sont très fortes que tout le monde ne peut pas avoir. Et on propose aussi maintenant aux gens de dire vous voulez créer une BD sur le MMA, venez la faire avec nous. Vous pouvez bénéficier des IP qu'on a et on trouve des solutions pour travailler ensemble et faire grandir l'écosystème tout ensemble. Encore une fois, c'est cette idée de centralisation décentralisée. On a des outils qui nous permettent de décentraliser les échanges, de s'assurer une sécurité sur la transmission de l'IP. Essayons de créer un grand groupe tous ensemble qui travaille dans le même sens plutôt que chacun faire des petites expériences de notre côté. Ouais, c'est quand même, tu as quand même, je trouve, cet esprit, Web 3 entre guillemets où tu crées une communauté très, très forte et la communauté a du pouvoir de décision. La communauté participe, la communauté est récompensée, par ses actions et par son engagement tout simplement et alors tu as cette centralisation autour d'une communauté parce qu'en fait, si chacun, s'il y a 10 000 communautés, au final, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est incroyable. Ça fait combien de temps que vous avez lancé officiellement, du coup, le projet? Ou depuis quand l'idée est née? Si tu veux nous dire un peu plus sur l'histoire même. Écoute, à la base, le projet on avait une autre entreprise avant, avec les mêmes cofondateurs que ceux qui ont fondé MetaFight, en tout cas une partie. Et on avait une agence qui s'appelait Not Found Token, qui faisait du conseil, de la pédagogie, de la formation. Donc on a bossé pour, on allait voir la ProCirep, la SACD, etc. au début des organismes de gestion collective, parce qu'on s'est dit que là où c'était le plus intéressant, des cas d'usage Web 3, c'était ceux qui faisaient déjà ce qu'on aurait pu appeler des cas d'usage Web 3, mais sans le savoir. Donc ça a été vraiment le début de nos pas dans le Web 3. Et un jour, mon associé qui est avocate, qui avait travaillé sur la légalisation du MMA, avait ce dossier de la légalisation sur son bureau. Et on a regardé les chiffres, on a fait de l'analyse de marché. On s'est dit, c'est pas possible. En fait, on pensait pas que c'était aussi hallucinant. On croyait qu'ils avaient décalé la virgule quand ils parlaient d'1,2 milliard de foyers touchés par ce sport. On a creusé ça et on s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant. Mais au début, on l'a créé comme un projet de Not Found Token. On avait d'autres. On bossait avec le prince d'Italie sur un métaverse royal. On bossait avec des meilleurs sommeliers du monde sur des projets de vin. Donc, on mettait nos petits projets à droite, à gauche sur cette agence.
Et puis un jour, ça a tellement pris en fait MetaFight. On a eu tellement de gens qui ont voulu nous rejoindre. On a eu la chance de pouvoir s'associer avec Cyril Gann. On a eu Jonathan Cherki qui arrivait très très vite en nous disant c'est une super idée, il va falloir aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a un truc à saisir. Donc là, on s'est dit on va pas juste faire un petit projet pour l'agence, on va monter notre entreprise et on va concentrer maintenant tous les efforts sur MetaFight. Et ça, c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, parce que je crois qu'on sort le premier tweet où on annonce la création de MetaFight fin novembre, le 28 ou 29 novembre 2021. C'est ça, 23, 21. Donc, on pourrait fêter l'anniversaire des 2 ans de l'annonce, en tout cas, du projet. Ah ouais. En 2 ans, Génial, ça allait vite, ouais. hein. Bravo, hein. C'est impressionnant parce Ça que, allait très, très effectivement, vite. souvent, on sait qu'il y a des startups qui ont du mal à se lancer. Bon, vous aviez déjà une communauté grâce à ce que vous avez fait avec ta cofondatrice, comme tu le disais juste avant. Vous aviez déjà une idée, vous aviez déjà un petit peu de réseau et vous aviez peut-être un peu de tech et vous étiez déjà dans l'écosystème. Ça ne veut pas dire que c'était plus facile, bien au contraire. Mais par contre, en 2 ans, faire tout ce que vous avez fait, c'est incroyable. Juste un grand bravo, Thomas, pour ça. Et donc, du coup, pour MetaFight, pardon, quels sont les objectifs court terme et long terme? Parce que là, on voit que vous avez déjà bien développé. Est-ce que c'est des nouveaux partenariats? C'est d'avoir de plus en plus de sportifs, mais peut-être autres que les sports de combat? Est-ce que c'est autre que le MMA, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Eh ben, écoute, en effet, il va y avoir un court terme, moyen terme, long terme. Notre court terme, c'était de pouvoir prouver l'intérêt des outils et les cas d'usage qui étaient derrière. C'est ce qu'on a fait pendant 2 ans. L'autre sujet pendant ces 2 ans était de se dire, de toute façon, si on veut être les premiers sur ce modèle-là, le sujet principal, c'est l'IP. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure technologie du monde. Si on a Cyril Gane et Conor McGregor, ça marchera pas et les gens n'auront pas envie d'acheter la carte de fighter fictif, même si ça ressemble un peu à leur vrai fighter. Donc notre sujet pendant les 2 ans, c'était de dire il y a au moins un tiers de l'énergie qui doit aller vers l'acquisition d'IP, signé avec un maximum de partenaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 700 fighters, une dizaine de ligues, mais aussi des coachs, on a aussi des managers, etc., parce qu'on va les intégrer progressivement dans le jeu. Donc ça, c'était vraiment notre première partie. Cette phase arrive à son terme, en tout cas, nous, dans notre ressenti et dans nos projets, pour arriver sur ces objectifs qui vont plus être moyen terme, qui vont être l'acquisition grand public. Aujourd'hui, on travaillait, par exemple, sur le jeu, sur une alpha, où le but était de débugger l'alpha. Déjà, juste comprendre cette phrase, tout le monde n'a pas cette sensibilité de se dire débugger un jeu. Non, moi, je ne vais pas payer pour aller débugger un jeu. C'est que les devs travaillent et je reviendrai après. Donc, voilà, on a eu toute cette partie-là qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite aussi. C'est pour ça qu'on a pu délivrer autant de choses en 2 ans avec si peu de moyens, entre guillemets, parce qu'on a demandé à la communauté d'être compréhensible et de nous aider à avancer sur les sujets. Et plutôt que se dire et être perfectionniste et se dire on ne sortira la première expérience que quand toutes ces cases seront cochées, on se dit non, on se fixe une date, on voit ce qu'on arrive à faire avec cette date et on sort des choses et on débug avec les gens et on trouvera et on apprend des erreurs qu'on met en avant parce que tu vas beaucoup plus vite comme ça. Mais ça, il faut faire très attention parce que si tu sors un produit non qualitatif sans bien le présenter, eh ben, tu peux aussi mourir parce que plus personne n'a envie de revenir voir ton produit. Donc, cette nouvelle phase dans laquelle on rentre, ça va être une phase d'acquisition grand public avec des produits plus simples. C'est pour ça qu'on a travaillé cet été sur le fait de pouvoir payer directement CB via Stripe, sans rampe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les 10 minutes d'attente où je dois faire un KYC pour recevoir de la crypto puis ensuite acheter un NFT. Non, ils nous envoient de l'argent, on leur airdrop le NFT. C'est pour ça qu'on a intégré la connexion Google, la connexion Discord, pour que les gens qui n'ont pas envie de toucher au NFT ou à la crypto puissent venir jouer à la partie gratuite de notre jeu sans jamais avoir à entendre parler de wallet, etc. Ça faisait partie d'exemples qu'on a débugués avec la communauté et qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle phase d'acquisition grand public. Donc l'alpha a fermé il y a 8 jours maintenant pour laisser place à la bêta qui arrivera en milieu d'année prochaine, sur laquelle nous allons, enfin, entre-temps, c'est-à-dire une phase de transition, on va dire, ou d'engagement, où on va faire des campagnes d'acquisition plus grand public pour qu'à la réouverture de la bêta, les gens soient beaucoup plus... Et également, sur le sujet des partenariats, on va pouvoir annoncer en début d'année des partenariats bien plus majeurs que ce qu'on a. Je n'ai pas le droit d'en parler pour l'instant et ça laissera un petit peu de teasing, mais on a beaucoup avancé sur ce sujet. Et si on se permet de se dire qu'on passe sur une nouvelle phase, c'est parce qu'on pense avoir quand même coché la case qui dit qu'on a fini le jeu sur ce côté-là. Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir
notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Je vais me placer un petit peu dans la position d'un amateur, parce qu'on n'a pas forcément que des experts qui suivent le podcast. Et tu utilises des termes qui sont des termes bien connus dans l'écosystème, mais qui ne le sont peut-être pas pour les personnes qui veulent tout simplement découvrir MetaFight. Et typiquement, quand tu utilises le terme IP, tu dis, bah voilà, on a récupéré un IP. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que veut dire un IP pour toi et au sein de MetaFight? Bien sûr. Donc je dis IP comme ça, mais en français, ça serait la propriété intellectuelle, donc le droit d'utiliser l'image de la personne, parce que je sais que ça étonne certains, mais on n'a pas le droit d'utiliser l'image des autres gratuitement et non seulement sans leur accord, mais en plus gratuitement, d'autant plus qu'on ça va être des personnalités publiques un peu connues. Et donc, pour pouvoir utiliser l'image d'Alan Baudot dans le jeu, il faut que je signe un contrat avec Alan Baudot qui me donne l'autorisation. Et l'objectif de MetaFight, c'est de se dire, donnez-nous votre image, nous, on va faire des choses avec. Mais en échange, vous êtes rémunéré à chaque fois que nous, on gagne de l'argent sur votre image. Donc, les fighters vont toucher un pourcentage sur chaque vente que nous, on fait, mais aussi sur chaque vente que les joueurs se font entre eux. Donc, il y a une royalties, et plus les gens se vendent les cartes entre eux, plus les fighters touchent de l'argent dessus. Le but là-dessus étant de se dire, imagine, on achète la carte du petit rookie de 19 ans et qui devient super célèbre et que sa carte se revend des dizaines de fois plus de 10 000 euros, et ben, ça serait pas juste que le fighter, lui, ne bénéficie pas de ça et que sa carte a été vendue 10 euros une fois, il en a touché 2 et il voit sa carte partir à 100 000 euros derrière. Je pense que ça peut créer vite de la frustration. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre des royalties sur le marché secondaire et d'inclure les fighters aussi dans ces royalties. Ce qui est au final le plus juste, si on se positionne, avec cette mentalité-là où voilà, tout le monde doit gagner dessus et ouais, non mais et lui le premier entre guillemets où c'est son image et ça lui permet, bah, de voir le projet, encore plus d'une façon, même long terme en fait. Parce que, on sait très bien que des carrières, elles peuvent être courtes, elles peuvent être moyennes, elles peuvent être longues, mais au final peut-être que voilà, il y a des carrières qui se passent plus ou moins bien et ce soutien, financier, d'ailleurs, si on peut avoir peut-être même un peu plus de précision par rapport je sais pas, c'est les pourcentages, ça peut être intéressant et on peut se faire un petit peu des idées, mais ça peut toujours aider parce qu'on sait très bien que ces sports-là, bah, c'est beaucoup d'engagement au quotidien, mais c'est aussi des déplacements, c'est des hôtels, c'est des fly, enfin, c'est plein de trucs, qui sont autour de juste, bien manger et «s'entraîner» entre guillemets, non. Tout à fait, et ta transition est parfaite pour un cas exemple. Parce qu'en fait, le repartage était quelque chose qui était sain pour nous, qui prenait sens en fait, de peu importe le sport dans lequel on allait travailler, ou même peu importe le domaine, c'est le principe même du Web3 pour nous. Mais il prend autant de plus de sens dans le MMA parce que du fait de sa nouveauté, c'est aussi un sport où il y a une inégalité salariale qui est énorme. Je citais Alan Baudot comme exemple tout à l'heure, mais c'est très bien, on va pouvoir continuer sur son cas. Alan, il était donc à l'UFC. Ce qu'on peut, pour ceux qui connaissent pas le MMA, comparer à la Champions League pour le football. Et Alan, en 2 ans à l'UFC, il a touché le SMIC, voire même peut-être un peu moins. Pourquoi? Il avait des cachets, on est d'accord, il avait des cachets, il gagnait 10 000 euros par combat, 10 000 euros s'il gagnait son combat suivant. On se dit que c'est pas mal vu comme ça, 10 000 euros pour une journée de sport. Sauf que dans ces 10 000 euros, déjà, il y a les impôts, hein, on connaît tous. Il y a aussi ce qu'il va donner à son coach pour pouvoir s'entraîner, sa licence pour sa salle, ses équipements. Et puis, s'il veut aller à Las Vegas, parce que son combat est à Las Vegas, certes, l'UFC paye son billet d'avion, mais il paye son billet d'avion et son hôtel 2 jours autour du combat. Parce que 9 heures de décalage horaire quand tu es un sportif professionnel, clairement, tu peux pas te permettre ça. Donc, tu y vas une semaine avant et tu y vas avec une équipe. Et donc, il faut payer l'hôtel, il faut payer l'équipe. Et tout ça, en fait, quand tu as gagné 10 000 euros, voire même 20 000 euros sur une journée, en fait, il ne reste pas grand-chose derrière. Donc là où on a des Connors qui ont été sportifs les plus chers, les plus riches du monde devant Messi et Ronaldo plusieurs années d'affilée, qui sont dans la même organisation que Alan, qui, lui, travaille à côté, en fait, pour pouvoir continuer alors qu'il est en Ligue des Champions. Je vous laisse imaginer, quand on n'est pas en Ligue des Champions, comment c'est dur de vivre de ce sport. Ouais. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que même si on fait gagner
400 euros, 300 euros par mois à un jeune qui débute, en fait, peut-être on peut juste déjà lui permettre d'arrêter son taf, de passer à mi-temps et donc de s'entraîner 2 fois plus. Et il y a un truc super simple pour pouvoir lancer les carrières des jeunes. Et c'est ça qui, comme je le disais au début, a plu à certains champions qui n'ont pas du tout besoin de 300 ou 400 euros par mois de plus, mais qui par contre ont compris très vite l'intérêt que ça avait pour les jeunes. Ouais, ça va faire grandir tout un écosystème. En plus, Alan, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis pas très longtemps. On l'a croisé il travaille aussi un petit peu dans le Web3 et on l'a croisé sur des projets qu'il est en train de développer. Je sais pas ce que je peux dire ou pas dire, donc j'irai pas plus loin. Et pareil, ça fera du teasing comme tu l'as dit, mais Alan, une super personne. Effectivement, il m'a expliqué qu'il était chez MetaFight, incroyable. Et c'est vrai que ça permet d'aider tout le monde en fait, ce que vous faites. Tu le dis très justement, il y a des personnes qui n'ont plus besoin de fonds dans ce secteur d'activité, mais la plupart des gens ont besoin. Et en fait, s'il n'y a pas d'argent qui rentre dedans, en fait, au bout d'un moment, ton écosystème va mourir, que ça soit du sport, que ça soit autre chose. S'il n'y a pas d'argent, si les gens le font que gratuitement ou avec le plaisir, ça va se faire, mais ça ne va pas prendre en ampleur. Et là, le fait que tout le monde puisse en vivre, ça va professionnaliser de plus en plus. Les gens vont être de mieux en mieux, ça va toucher de plus en plus de cibles. Et on le sait aussi que le MMA, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, sur YouTube, c'est une des choses qui a le plus de replay. Hein. Alors peut-être derrière les chats, mais au niveau du sport, je crois que c'est les numéros 1, parce que c'est des courtes séquences et tout ça. Hein. Et je sais que c'était un de votre axe avec ta cofondatrice, c'était de se dire, ouais, en fait, il y a tellement de gens qui regardent les replays de MMA sur YouTube devant tout le monde, que forcément, il y a un écosystème, et cet écosystème, il faut aller le toucher, il faut de l'argent. Exactement, j'ai une data hyper intéressante là-dessus. En 2022, le MMA, donc au sens global, c'est 20 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Le MotoGP, plus la Formule 1, plus l'UEFA Champions League, c'est 19 milliards cumulés à eux trois. Ah ouais, d'accord. C'est dire à quel point ce sport a un impact. Après, il y a quelque chose qui est assez facile à deviner, c'est le format en fait. Le format du MMA, ça va très vite, c'est très rapide, c'est très TikTokable. Donc, c'est pour ça aussi que ça, les highlights, ils sont beaucoup plus simples à faire. Au foot, juste le tir, le but. Bon, à part si le tir a été monstrueux, sinon, c'est pas intéressant. Il faut voir comment l'action s'est construite, etc. C'est un contenu qui va vite durer 2, 3, 4 minutes. Et on sait là, que les consommations des gens, l'attention, elle est de 20 secondes. Et si c'est trop long, ils swipe. Donc, le MMA, je pense, par son format, a aussi pu intégrer les réseaux sociaux d'une manière aussi folle que celle de son avènement à la télé. Mais ça joue forcément que ça joue énormément sur le prolongement. Et puis, il y a un côté show aussi. Ouais, on l'a vu, pas mal de gens, mais ce n'est pas que le combat, c'est aussi l'entrée qui est scénarisée. Ouais. C'est aussi les conférences de presse. Avec des trash talk plus ou moins intelligent. Hein, c'est pas pour tout ce qui se fait. Mais tu as ce côté spectacle, show, qui, je pense, est assez dans l'air du temps aussi. Ouais, et puis tu dis à l'ère du temps, mais les gladiateurs, c'est pas d'aujourd'hui. Au final, c'est toujours quelque chose qui a plu. Les gens, ouais, vraiment regarder, je sais pas si c'est dans la nature humaine, mais voilà, qui est le plus fort, qui va gagner, il va pas gagner, etc. C'est quelque chose qui intrigue en tout cas et qui plaît. Mais ouais, vraiment, je trouve, ouais, tu as vraiment ce côté spectacle, ce côté show. Et autant les générations d'avant, c'était beaucoup sur de l'anglaise, etc., qui était, voilà, il dit le sport king, etc. Mais je vois que notre génération, en tout cas, c'est vraiment, voilà, le MMA, c'est juste incroyable. Il y a des explications très claires aussi. C'est ce que j'allais enchaîner aussi avec la boxe. La boxe, ça reste le sport maître pour l'instant sur les sports de combat, bien sûr. Et pourquoi le MMA assure à rattraper aussi facilement, ça a été aussi sur leur logique de problème de ceinture. À force que chaque organisation prenne des droits, passe des contrats de droits avec telle ou telle chaîne de télé, tel ou tel diffuseur, etc., on s'est retrouvé dans une situation où les champions, s'ils voulaient affronter d'autres champions, devaient lâcher leur ceinture pour aller gagner une autre ceinture. Ça n'avait aucun sens. Et donc, on n'avait plus les grands noms qui s'affrontaient. Tous les combats étaient assez simples, entre guillemets. Et on n'avait plus que tous les 2 ans des vrais combats de titans, entre guillemets, en boxe, comme on avait pu avoir avant. C'est en train de repartir. On le voit là depuis 3-4 mois, depuis le retour de Tyson Fury, ils arrivent à recréer un petit peu des choses et des accords pour pouvoir faire affronter les champions. Mais ça a mis un vrai temps. Et c'est l'arrivée de Jake Paul aussi dans la boxe. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais il n'empêche que l'audience qu'il fait ne peut pas être niée.
qui a fait que ça a relancé un petit peu le domaine. Et on l'a vu en témoignage, Mike Tyson l'a dit plusieurs fois. Au début, il était complètement contre. Et récemment, il s'est excusé en disant, OK, si c'est ça qui doit faire du bien à mon sport, si c'est ça qui doit faire survivre mon sport, peut-être que ça ne correspond pas à ce que moi, mes valeurs et ce que je comprends, mais si c'est celle de la nouvelle génération, tant mieux que la boxe puisse reprendre. Mais l'avènement du MMA a notamment été amplifié par ça, je pense. Les gens voulaient voir des combats où il y avait du suspense, où il y avait quelque chose qui se passait, et ça devenait un peu moins le cas en boxe. Et puis, je pense qu'on est aussi sur du format. 10 rounds, c'est long, c'est quelque chose de peut-être un petit peu plus lent, et on arrive dans une génération qui a besoin du tout de suite, avec tous les défauts que ça peut apporter dans la société, mais dans notre cas, ce format 3 fois 5 minutes, c'est peut-être un petit peu plus punchy. Et puis, on est d'accord, cette cage aussi a quand même un impact visuel pas négligeable. Mais bien souvent, moi, les choses où j'ai été confronté le plus, que ce soit en levée de fonds ou que ce soit avec des partenaires, c'est oui, mais c'est compliqué, votre sport est extrêmement violent, la boxe, ça va, mais vous, non, c'est trop. Et il y a quelque chose d'important à dire là-dessus. L'un n'est pas plus violent que l'autre. Il y a une data intéressante qui est qu'il n'y a pas encore eu de décès dans aucune organisation professionnelle de MMA, alors qu'en boxe, il y en a. Et pour une raison assez simple, en fait. C'est 1, 2, 3, 4, 5. En MMA, il n'y a pas ça. En MMA, tu tombes, tes yeux vrillent, c'est fini, le combat est fini. Par contre, en boxe, quand tu prends un KO, que tu as pris un traumatisme crânien, on te laisse 10 secondes pour que l'adrénaline revienne dans ton corps et que malgré ton traumatisme crânien, tu te relèves et que tu ailles bien souvent comme ça, reprendre un autre traumatisme crânien et là, pas réussir à te relever. Et ben ça démonte le cerveau. Ça a créé les problèmes. On connaît les problématiques qu'il y a eu en football américain. Il y a un film avec Will Smith qui est très intéressant là-dessus. Mais dans le MMA, tu n'as pas cette partie-là parce que l'arbitre est censé arrêter le combat très vite. Alors, bien sûr, il y a eu des abus, l'arbitre qui n'intervient pas assez vite et donc plusieurs coups mis au visage sur quelqu'un qui est par terre. Ça fait partie des problématiques et le sport est encore naissant, donc il y a un travail à faire là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant aussi d'expliquer cette partie-là, les multiples arts martiaux, le fait de ne pas tout le temps essayer de viser que le visage, amène aussi moins d'accidents, même si on a l'impression de loin qu'avec cette cage, avec ces coups autorisés au sol, ça peut paraître plus violent. Ouais, carrément, parce que oui, tu as aussi beaucoup de la soumission aussi, tu as beaucoup de soumission, donc au final, peut-être qu'il va pas tout le temps être obligé de taper, non, il peut agripper, essayer de faire une clé, etc. Et une clé, OK, peut-être, ton épaule, elle a mal, mais ou ton articulation, elle a mal, mais c'est pas ton cerveau, quoi. On est d'accord, et c'est un des sports où il y a le plus de règles. On n'a pas l'impression comme ça, on pense que c'est du free fight, où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est faux, il y a énormément de règles, c'est un sport très technique. Trop bien. Du coup, ouais, c'est du fight and earn, si c'est comme ça qu'on peut le définir. Fight and earn, donc les gens, voilà, à chaque fois, ils peuvent, grâce à leur carte, tout simplement, avoir leur propre joueur, faire des matchs, affronter des personnages et en fonction du résultat, ils vont pouvoir, gagner des coins, gagner des tokens, etc. Exactement. Donc ce jeu de mots, vous l'avez compris, revient de la période où on s'est lancé, où c'était la mode des play to earn. Donc on a fait 2 changements. Le fight, c'était plus un argument marketing et un petit clin d'œil sympathique pour notre métier. Mais le end était très important. Parce que quand on s'est lancé, les play and earn, ça n'existait pas. C'était des mini-jeux souvent très très nuls, au gameplay très limité. Et le but, en fait, c'était de la finance déguisée, c'était de la DeFi déguisée. On te demandait de faire du stacking, mais au mieux de te dire de stacker, tu venais poser ce jeton dans cette petite cuvette. Enfin, voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu insister sur le end. Mais aujourd'hui, si on doit voir les choses de façon plus globale, c'est plus se dire, les joueurs font partie de l'écosystème d'un jeu vidéo. Et même s'ils ne fabriquent pas le jeu vidéo, sans eux, le jeu vidéo ne tourne pas. Et c'est leur créativité, leur partage qui fait que ce jeu va être créé. Donc, c'est juste réfléchir au modèle existant du jeu vidéo et de se dire que l'on peut repartager en fait les revenus de ce jeu avec les gens qui font ce jeu. Je prends souvent l'exemple de Fortnite. Désolé à Epic s'ils écoutent et ils ne doivent pas aimer que ça soit toujours eux que je prenne. Mais Fortnite fait plus de 3 milliards sur les skins aujourd'hui. Donc, sur des assets qui sont inutiles et invendables. Inutile dans le sens gameplay, je parle, chacun a son affinité à acheter du skin. Mais aujourd'hui, moi, je dépense 1 000 € dans Fortnite. J'ai envie de m'arrêter parce que j'ai plus le temps de jouer. Et mes 1 000 €, je peux rien en faire. Donc, le premier cas d'usage, ça va être de se dire comment on fait en sorte que quelqu'un qui a envie d'arrêter le jeu puisse le revendre à quelqu'un d'autre qui, lui, est intéressé par le jeu.
Et là, je ne veux pas du tout parler de on achète un NFT, on espère qu'il fasse x1000. Même si tu divises par 100 ton investissement, c'est pas grave, tu as récupéré quelque chose en sortant. Et déjà, pour moi, ça, c'est le point numéro 1 qui est intéressant. Et le deuxième, c'est que je pense que sur 3,2 milliards de chiffre d'affaires, s'il y avait 150 ou 200 millions qui étaient redistribués aux joueurs, ou en tout cas aux meilleurs joueurs, et ben, ça serait peut-être aussi créer un e-sport qui soit dès le début, qui soit accessible à tout le monde. Et je ne pense pas que ça ait un impact majeur sur la valorisation des pics que de descendre un petit peu leurs bénéfices pour pouvoir permettre aux joueurs de vivre de leur passion. Et ben surtout, ça créerait un élan dans le e-sport qui serait bien plus grand. Parce que des gens, comme ce qu'on disait pour citer le MMA tout à l'heure, avec les jeunes fighters, et ben on pourrait créer des sportifs professionnels e-sport bien plus facilement parce qu'ils auraient plus d'intérêt à rester sur les jeux. Donc je pense qu'au-delà de cet aspect N-Earn, le sujet, c'est une révolution de l'écosystème en lui-même, de l'écosystème du jeu vidéo. Et on va pas se mentir, c'est pas pour rien que les gros manias du jeu vidéo sont publiquement contre le Web3 et contre les NFT, tout en investissant tous dans des boîtes Web3 partout. Si vous regardez les boards des plus gros jeux Web3, il y a forcément des majors du jeu vidéo, Ubisoft, Square Enix, Activision, ils investissent partout, tout en disant publiquement « Oh non, on veut pas ça ». Évidemment, ils veulent pas que les joueurs se vendent les skins entre eux. Aujourd'hui, ils ont la main mise sur l'intégralité du business model. Ils le savent que ça arrive, et ils le savent que quand les joueurs auront compris, c'est les joueurs qui demanderont. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai une petite question pour moi par rapport à ça. C'est au niveau de la partie technologique. Nous, on a un souci parfois dans le Web3, c'est que quand les gens ils entendent parler blockchain, les gens ils ont peur. Est-ce que dans ton écosystème lié au métaverse, les gens, c'est pas une question qu'ils se posent? Est-ce que la surcouche technologique qui est utilisée dans ton secteur d'activité, qui propulse justement les jeux vidéo dans un autre secteur d'activité, qui permet justement de rémunérer les gens, etc. Enfin, il y a vraiment une technologie qui est sous-jacente. Est-ce que celle-là, elle fait peur aux gamers ou pas du tout? Alors, celle-là, elle fait totalement peur aux gamers, mais il faut comprendre que les gamers, c'est aussi une grosse communauté qui s'auto-influence. Et on l'a vécu avec le début des jeux gratuits. Les free-to-play, la communauté gaming a été complètement contre, mais non, c'est pour nous reprendre de l'argent, et il n'y a qu'en payant qu'on peut être le meilleur, etc. etc. Et puis Fortnite est sorti, et en une semaine, c'était balayé. Ça, hein. Alors PUBG peut-être d'abord, puis Fortnite en plus grand, et en fait les free-to-play, tous les jeux doivent être free-to-play, tant que c'est que du skin, c'est bon, parce que en termes de gains, en fait, ça n'avait pas d'impact sur la force de ton personnage. Donc une fois qu'il y a eu ce modèle-là, ils étaient là, ok, tout est cool. Et je pense que ça va faire pareil avec le Web3. Et l'exemple qu'il y a eu quand Ubisoft a voulu faire ses premiers NFT dans Ghost Recon, il a été un très bon exemple parce qu'ils ont tous été contre. Ubisoft a pris un énorme bashing sur ce sujet-là en disant ils vont essayer de nous reprendre plus d'argent. Et en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est non, on vous donne la même arme que d'habitude, mais on vous donne la possibilité, quand vous arrêtez le jeu, de la vendre. Enfin, comment on peut dire que c'est négatif pour un joueur? C'est pas le cas. Mais ça va être un travail long terme. Et ça va être un travail long terme qui a été bien biaisé aussi par deux sujets. Le premier, c'est que comme toute nouvelle technologie, ça commence avec 99% de scams, d'arnaques et de gens qui essayent de profiter de l'incompréhension du public pour leur vendre des choses qui n'ont pas de valeur ou essayer de les arnaquer. Donc ça, c'est un premier truc où, vous le savez comme moi, hein, la bulle NFT a éclaté, c'est très bien. C'est en train de faire le ménage sur tous les projets un petit peu arnaques, mais ça ne m'a pas aidé à réussir à faire de l'acquisition grand public parce que les mots NFT, blockchain, c'était quelque chose qui faisait peur parce qu'on les entendait plus souvent liés à des arnaques qu'à liés à des vrais projets. Ça, c'est un premier point. L'autre point aussi, c'est que, et ça, je ne saurais pas exactement raconter l'historique, mais c'est qu'on a voulu marketer des outils. On n'a jamais essayé de vendre un site internet en disant « je vous vends du JavaScript ». On a dit « je vous vends un site internet ». Et pourquoi on a essayé de vendre des NFT? Ça, moi, ça me dépasse complètement. On n'a pas vendu de l'art digital, on n'a pas vendu des PFP, on vendait des NFT. Et encore aujourd'hui, les gens disent « je fais une marketplace où je vais vendre des NFT ». Mais enfin, tu vas vendre des assets de jeux vidéo en même temps que de l'art d'un artiste qui est coté chez Sotheby's. Non, ça n'a pas de sens d'avoir tout ça dans la même plateforme. Et donc, on a un grand temps de pédagogie aussi pour pouvoir dépasser ces clichés, entre guillemets, qui ont été introduits un petit peu involontairement. Ah non, c'est vraiment très intéressant, effectivement. Et c'est souvent ce que nous aussi on dit, c'est que les gens, ils utilisent aujourd'hui internet tous les jours, mais ils sont pas même censés savoir s'ils l'utilisent, comment ça fonctionne. Ils sont pas censés savoir coder, ils arrivent pas à coder. Enfin, franchement, il y a plein de choses. Mais au début,
au début, ils ont eu une petite crainte parce qu'ils se disent Internet, c'est nouveau, effectivement, c'est scammy, etc. Puis après, au bout d'un moment, maintenant, tout le monde utilise Internet et tout le monde est super content. Et je pense que tout ce qui va être lié à la blockchain, ça va être la même chose. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller mieux. Et au bout d'un moment, les gens vont même plus se poser la question de savoir si c'est un NFT, c'est pas un NFT, comment ça fonctionne. Ils vont juste l'utiliser parce que sa cousine, sa voisine, la sœur, le frère l'utilisent aussi, lui dit c'est super bien. T'occupes pas de la tech derrière parce que t'y comprends rien, et puis ils vont l'utiliser. Donc c'est vraiment ça. Et du coup, pour toi, comment on pourrait corréler le réel et le métaverse? Parce que justement, les gens vont commencer à vouloir comprendre la technologie. Est-ce que pour toi, c'est corrélé? Comment c'est interconnecté? Comment on pourrait vraiment voir la plateforme entre les deux? En fait, pour moi, il faut faire du métaverse quand il y a un cas d'usage qui va apporter quelque chose que tu ne peux pas avoir dans le réel. Essayer de recréer digitalement le réel sans apporter une plus-value n'a pas de sens et ne marchera pas. Ou alors, ça sera un petit peu fun pendant 2 semaines, puis les gens, ils se lasseront. Donc, quand je vous donne le cas d'usage, par exemple, de ce qu'on fait nous dans le métaverse, diffuser le signal broadcast 2D, je peux l'avoir à ma télé, je peux l'avoir sur YouTube. On est tout à fait d'accord. Par contre, réussir à être au même endroit que 50 autres personnes, pouvoir se parler et avoir la même synchronicité de signal en face, ça, c'est pas possible. Vous pouvez essayer avec Zoom et 50 personnes, vous n'arriverez jamais à avoir les 50 personnes qui ont la même seconde à la télé. Ça n'arrivera pas, et donc il y en a un qui va spoiler l'autre, etc. L'expérience va être naze. Donc c'est là, nous, par exemple, le premier cas d'usage qu'on veut apporter. Et pour moi, cet exemple représente bien ce que doit être le métaverse à terme, c'est de se dire, on propose des choses nouvelles qui ne sont pas possibles dans le réel, et là, le grand public arrivera, et là, on aura des vraies expériences intéressantes dans le métaverse. Parce que pour l'instant, le grand public peine encore à venir. Là, les gens que tu vois, c'est justement des gens déjà de l'écosystème Web3, c'est des gamers, c'est des gens dans le monde du combat, et le public, ça prend encore un petit peu de temps. Alors, nous, dans notre sujet, on est assez éparse. Je pense qu'on doit être en 30%, 30%, 30%. 30% de curieux, Ok. 30% de fans de MMA et 30% de gens qui viennent plus du Web3 et de la Des blockchain. vidéos. Mais si on doit prendre la globalité de ce qu'on appelle les outils métaverses, en effet, et notamment parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, le wallet, il y a 24 sites phrase pour pouvoir se connecter à un endroit où je ne sais pas trop ce que je viens de faire là-dedans. Les gens, ils sont habitués à mettre un CD dans la Play et que ça se lance. Donc, il y a aussi ces outils, et c'est tout jeune, hein, on est d'accord. Beaucoup de gens travaillent sur l'accessibilité du Web3, mais je pense qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est rendre les choses simples et fluides pour que les gens puissent s'intéresser, et puis arrêter de marketer la tech et commencer à marketer l'usage. Dire que tu es sur la meilleure blockchain du monde, et le grand public, il s'en fout complètement. Par contre, expliquer très clairement ce qu'il va avoir comme intérêt à l'intérieur de ton expérience, peut-être que ce marketing-là est plus malin. Ouais, 100%. Ouais, c'est vraiment, on s'adresse. Et c'est une erreur qui revient et qui revient et qui revient dans le Web3 où, comme tu dis, les gens ils te disent la meilleure blockchain, les layers, les machins. Et les gens ils sont là, mais en fait, ok, quel avantage j'ai en fait? C'est quoi? Voilà, après, c'est aussi ce truc où, en tout cas, nous on le voit, c'est que dans le Web3, et d'ailleurs, il y a un très bon livre qui est sorti il y a quelques semaines d'un marketeur français qui est le marketing au Web3 aujourd'hui est très mauvais. Donc, parce que c'est beaucoup de gens de la tech, c'est beaucoup de gens qui savent faire des produits, etc. Mais en fait, ils ne savent pas le marketer. Et on est encore dans ce truc où, comme tu dis, on met la techno en avant. Ouais, regardez, c'est la techno. En fait, ok. En fait, ce qu'il faut mettre, c'est les bénéfices pour les personnes qui vont utiliser cette tech qu'il faut mettre en avant et savoir parler aux humains. On parle à des humains, on ne parle pas à des machines, on parle à des humains. Donc, il faut leur donner ces choses-là. Ah non, c'est clair. Tout à fait. Et puis, on vient aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, d'un monde financier. La crypto, des débuts, c'était acheter dans l'espoir de devenir riche. Alors, j'exagère en disant devenir riche, mais au moins de faire un bénéfice, etc. Donc, forcément, quand on arrive de quelque chose qui part d'un groupe très restreint de 500, 600 000 personnes qui avaient des wallets à l'époque et qui essayaient de se faire de l'argent sur la crypto, et qu'on décide de faire du marketing pour attirer ces gens-là parce que c'est ceux qui vont être le plus susceptibles de s'intéresser aux outils, ce n'est pas le même marketing qu'on va faire sur du grand public. Et donc, il y a eu toute une phase dans le Web3 où le marketing Web3, c'était du marketing qui visait à toucher les codes habituels de ce qu'on appelait les dégènes,
qui étaient des codes très spécifiques qui ne s'appliquent pas du tout au grand public. Et donc, tout un temps, le marketing Web3, c'était des gens, en fait, presque autodidactes qui avaient compris comment marchait CDGen, mais les campagnes qu'aurait pu utiliser Publicis ou Avast à cette époque-là n'auraient pas fonctionné parce que ces gens n'étaient pas touchés par ça. Et encore une fois, c'est une dette qu'on a pris du coup, de la même manière que vendre le mot NFT. Et il faut qu'on arrive à sortir de cette dette-là aussi et de se dire qu'il y a le marketing Web3 parce que ces gens sont toujours intéressants à toucher, bien sûr, mais qu'il y a le marketing surtout avec un grand M à voir en priorité et ensuite faire de la niche en fonction de tes cibles. Ah, 100%. 100%, 100%. Ouais, du coup, c'est pour rebondir justement sur les NFT, vous, je suis curieux de savoir, vous êtes sur quelle blockchain, du coup, quelle blockchain est-ce que vous utilisez pour les NFT? Eh ben, nous, la partie carte, et pour des raisons évidentes de facilité pour le gaming, sont sur ImmutableX, Ok. qui est la blockchain où il y a également Cross the Edges, Godin Chain, celle avec laquelle Pixar et Disney ont signé pour faire leur jeu, parce que c'est zéro frais. Et pour le grand public, déjà, c'est peut-être un petit peu incompréhensible quand même de payer même jusque quelques centimes à chaque fois qu'ils font une action. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est chez Immutable. Donc, ça va être sur tout ce qui est la partie game et collection de cartes. Ensuite, on a des assets sur Ethereum et sur Polygon qui sont les assets un petit peu plus d'engagement, de fidélisation. Ça va être les passes, abonnement 1 an, abonnement plusieurs mois, etc. Parce que ça nous choque moins que de payer une fois les frais de transaction, puisqu'ensuite, il n'y a pas à l'utiliser constamment. Et aujourd'hui, en termes de décentralisation, ImmutableX a fait des choix évidents pour le gaming d'être semi-décentralisé. Et que pour ces assets-là, on voulait rester sur quelque chose qui était un petit peu plus Web3, blockchain, donc rester sur les deux gros layers que sont Ethereum et Polygon. Ok. Et du coup, pendant si qu'on parle demain... de blockchain, désolé Thomas, parce que c'était super intéressant justement ce que tu es en train de dire et je voulais rebondir sur la partie peut-être éventuellement sécurité, confidentialité sur cette blockchain, parce que c'est super important, hein, les gens qui vont te rejoindre et les gens qui rejoignent l'écosystème, qui font partie du public, c'est quelque chose qui pour eux, justement, on l'a dit, c'est très scammy, il y a beaucoup de risques, des fois ils disent même il y a de la volatilité alors que pas forcément. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la blockchain grâce à la blockchain que tu utilises, comment ça fonctionne derrière, quelle est la sécurité, la confidentialité des utilisateurs et des acheteurs? Alors, pour moi, il y a deux sujets. Il y a un sujet technologique où, en effet, la blockchain permet de s'anonymiser, etc. Et il y a ce que nous, on demande et les preuves qu'on demande pour aussi faire gagner de l'argent aux gens. Parce que c'est pas anodin de faire gagner des sommes financières ou des assets qui ont de l'argent aux gens. Et aujourd'hui, il faut aussi qu'il y ait de la réglementation autour de ça pour éviter que des terroristes, que des vendeurs de drogue puissent se servir des jeux pour blanchir de l'argent. Parce que demain, en effet, si c'est totalement anonyme, qu'est-ce qui empêche de venir acheter des cartes 200 000 euros et c'est de regagner rien que 50 000 euros, mais ça fait un système de blanchiment qui serait très efficace quand même. Donc aujourd'hui, il y a un entre-deux à trouver entre tout ça. Le nôtre d'entre-deux, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir jouer à MetaFi, tu peux arriver avec un wallet totalement caché, mais pour pouvoir recevoir tes rewards, eh bien, il faudra déclarer ton identité. Alors, pas à la Binance, où il faudra scanner ton visage, etc., parce qu'on n'en est pas encore là, mais il faudra nous fournir des preuves que tu es dans un pays où tu as le droit de jouer à notre jeu, déjà, et que l'argent que tu nous as fourni est un argent propre. Donc ça, nous, on le vérifie déjà. On travaille avec des gens pour que chaque Ether qui vient toucher nos wallets soit contrôlé, et que si jamais un jour cet Ether avait touché le wallet de l'État islamique ou un wallet lié à ce qu'il rôde, l'Ether soit directement renvoyé à la personne, ses assets gelés, et qu'on la prévienne qu'on est désolé, peut-être que ce n'est pas sa faute, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ces crypto-monnaies salies, mais que nous, on ne peut pas l'accepter pour des raisons évidentes. Mais ça, c'est souvent des choses qu'on ne se rend pas compte dans le monde traditionnel parce que les banques, en fait, ont une obligation de compliance. Donc, tous les euros qu'on touche sur notre compte, en fait, il y a le même mécanisme qui est fait, mais par nos banques. Et on n'aura jamais un euro sale sur nos comptes parce que les banques sont obligées de faire ça. Nous, aujourd'hui, il n'y a personne dans le Web3 qui est obligé de faire ça. Donc, c'est aux sociétés de le faire et non pas aux organismes de paiement qu'on utilise. Et donc, il y a Chainalyst et plein d'autres, ScoreChain en France et plein d'autres organismes qui ont mis en place des logiciels et puis pas mal d'agences qui, du coup, elles, apprennent aux entreprises à se servir de ces logiciels pour pouvoir vérifier ces informations-là.
Ouais, c'est génial ça. Ça, du coup, vous êtes passé par ces entreprises-là et vous l'avez internalisé, directement? Vous avez des gens chez vous qui s'en occupent ou c'est complètement délégué, à justement des entreprises, qui sont spécialisées là-dedans? Alors, il y a de l'entre-deux. En fait, on a une première partie qui est chez nous, qui nous permet au moins de voir quand c'est feu vert. Et quand c'est pas feu vert, derrière, on a des partenaires pour pouvoir aller OK. creuser un peu plus loin et se rendre compte de la vérité ou pas. Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui sans faire exprès a claim quelque chose un jour et se retrouve avec un éther un peu dégueulasse, Mmh. ça se trouve c'est pas du tout de sa faute, il le sait même pas. Et c'est là où nous on a besoin de partenaires parce que c'est pas nos métiers pour aller savoir le niveau de risque et le niveau de souillure de l'éther. Ces boîtes-là disent souvent que c'est un code couleur en fait. On part du jaune qui va être un peu touchy jusqu'au rouge foncé qui est très très touchy. Et en fait, ils vont dire qu'est-ce que vous acceptez, quels sont le niveau de souillure que vous allez pouvoir accepter sur vos éthers. Et eux ensuite vont définir ça dans ce sens-là. Bien souvent, on arrive dans le rouge Bordeaux, il n'y a même pas de question à se poser. C'est sûr que c'est quelque chose de très très sale, il faut s'en débarrasser. Ah, c'est incroyable et c'est là où justement, bah, c'est la puissance de la blockchain où voilà, on a cette transparence et on peut savoir mais comme tu dis, en fait, c'est ce que font les banques, mais nous on peut le faire sur la blockchain, c'est de savoir, OK, bah, on peut arriver à justement à séparer, l'argent qui va être propre, qui vient de fonds, «normaux» entre guillemets et l'argent qui ne l'est pas et je trouve ça super, en tout cas bravo pour ça, de faire justement cet effort parce que vous êtes pas obligé de le faire comme tu dis. Vous pouvez très bien dire: «Bon, bah, voilà» entre guillemets, on sait pas, l'argent il vient, et cetera. Vous êtes pas obligé d'avoir ce niveau, de filtre, c'est voilà, c'est de savoir exactement, d'où ça vient et je trouve que ça rend encore plus, ça donne encore plus de valeur, à justement à ce que vous êtes en train de bâtir, c'est vraiment super. Franchement, c'est vraiment Mais, top. alors, je te corrige quand même un tout petit peu, Lupo. Ouais, On n'est pas, tout le monde ne le fait pas parce qu'aujourd'hui c'est un peu zone grise, mais ouais, théoriquement, on est ouais, censé le faire. ouais, ouais. Ouais, On n'est pas censé oui, pour avoir de l'argent dont on n'a oui, pas vérifié oui, voilà. oui, Donc c'est on est pareil. Tu d'accord. vois, aujourd'hui, nous on a mis en place un tracking géolocalisé de la TVA. Quand quelqu'un achète une carte chez nous, il accepte de donner s'il accepte de donner sa géoloc, il va avoir à appliquer le taux de TVA du pays dans lequel il est. Donc en Europe, au Portugal, je crois que c'est 28% par exemple, etc. Donc tout ça est traqué comme ça pour que nous, nos déclarations de TVA soient très précises. Ça, c'est pareil. Rien que mettre de la TVA sur les NFT, je pense que si on est 6 en France à le faire, c'est un grand maximum. Mais c'est l'intérêt de s'être aussi associé avec une avocate dès le début et de se dire on veut durer dans le long terme, donc faisons les choses les plus clean possibles. Et peut-être au moins sur les débuts, ça sera galère. On va le faire pour rien, entre guillemets, parce que personne ne nous aurait rien dit. Mais je pense qu'à terme, c'est comme ça qu'on perdure. Pour toi, quand tu parles justement de mettre en avant certaines choses comme la TVA et de prendre l'avance sur d'autres personnes et cetera, quel est l'enjeu autour de la réglementation actuelle? Parce que tu parles de zone grise. Quel est l'enjeu au niveau de la réglementation qui, pour toi, est vraiment un enjeu majeur dans les, prochains mois? Vraiment, si on parle vraiment court terme et potentiellement, si tu en as un qui est vraiment l'objectif long terme, parce que voilà, comme tu dis, c'est une zone grise, hein, c'est en train de se développer en fait, les écosystèmes se développent beaucoup plus vite que la réglementation, ça, on le sait et du coup, c'est pour toi, est-ce que tu as une petite vision par rapport à quel serait vraiment le défi en termes de réglementation autour des jeux blockchain qui doit se faire très vite et un autre un petit peu plus lointain? Je sais que beaucoup de gens qui sont dans l'écosystème depuis le début n'ont pas aimé ce que je vais dire, mais pour moi, il faut réguler et il faut réguler le plus vite possible. Parce que c'est ça qui permettra à, entre guillemets, Madame Michu d'un jour pouvoir s'intéresser à ces outils-là. Tant qu'elle sentira qu'il y a un peu de doute, c'est peut-être un peu dangereux, elle n'essaiera même pas de s'y intéresser. Donc il faut, en temps 1, bien sûr, réguler, mais pour que ce temps 1 il arrive, il faut que ce soit compris. Et donc, il faut accompagner les autorités et accompagner les politiques sur la compréhension de notre écosystème, la compréhension de ce qui est positif et négatif dedans pour que la régulation soit simple. Mais l'élément majeur de ce qu'on avait appelé le Web3, c'est quand même d'avoir réussi à monétiser des assets 100% digitaux, 100% imaginaires pour certains. Là où on a encore du mal à se sortir de comment on fait pour réguler les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que c'est un concept philosophique qui est aussi complexe de se dire cet arbre en cube vaut 3 euros.
Comment ça, en cube de pixels? Oui, de pixels. Il vaut 3 euros. D'accord, mais pourquoi il vaut 3 euros? C'est un truc sur Internet. Et déjà, pour réussir, nous, on se parle aujourd'hui, on en est conscient parce qu'on est intéressé à cet écosystème-là. Mais quelqu'un qui a une cinquantaine, soixantaine d'années, qui ne s'est jamais trop intéressé au numérique et qu'on place là d'un seul coup en disant c'est toi qui dois réguler les armes numériques, bah forcément, il y a un petit travail de pédagogie qui est majeur. Donc, je pense que pour répondre à ta question sur le court terme, c'est de la pédagogie pour arriver à une régulation qui soit la plus logique possible et pas antinomique avec l'innovation. Parce que faut toujours faire attention, trop de régulation veut dire moins d'innovation et on l'a vu avec d'autres secteurs en France. Des fois, on a trop régulé et donc les entreprises, tout simplement, sont parties de France. Donc, on a perdu énormément de talent parce qu'ils voulaient pouvoir réussir quand même à faire du business plus facilement ailleurs. Je pense qu'il est là l'enjeu pour la France aujourd'hui, c'est de se dire trouvons une régulation intéressante et faisons en sorte que les entreprises restent en France. Et ce qui commence à être fait avec les Genoux, mais l'arrivée de Mika est super intéressant. Sûr. Oui, et puis on en a parlé aussi sur un autre podcast, mais effectivement, soit les personnes qui partent ailleurs, et du coup, l'écosystème français ou la France perd tout simplement des potentielles licornes, et même potentiellement, en fait, bloque des sociétés qui pourraient être incroyables, et du coup, on se fait vite concurrencer par les pays à l'étranger qui ont peut-être de la réglementation un petit peu plus souple, qui permet de laisser grandir les écosystèmes. Moi, j'ai une petite question, je ne sais pas si on en a parlé, mais il ne me semble pas. Quand les gens, ils achètent chez vous, est-ce qu'ils doivent absolument passer par la crypto-monnaie ou ils peuvent payer en virement bancaire, en carte? Et pareil, au niveau des récompenses, comment la récompense est rétrocédée? Eh bien, écoute, en fait, tu peux arriver dans MetaFight sans wallet, tout simplement. Tu es connecté avec Google, ça te crée un compte, tu commences à jouer à la partie gratuite. Le jour où tu gagnes ton premier NFT, tu auras un petit message qui va venir te faire de la pédagogie et t'expliquer, voilà, tu as gagné un asset qui est sur la blockchain, qui est à toi, que tu vas pouvoir revendre si tu le souhaites. Mais pour cela, il te faut un endroit pour le stocker. Donc, on va créer ensemble un wallet. Pas d'une manière 24 seed phrase, etc. Ça, ils peuvent le faire dans un second temps. Mais la première version, c'est ce que propose IMX aujourd'hui, c'est un email. Donc, ça t'envoie un email, tu reçois un chiffre, tu rentres ce chiffre sur notre plateforme et ton wallet est créé. Tu vas pouvoir recevoir tes premiers NFT. Mais une fois que tu as fait ça, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir de crypto-monnaie non plus. Vu que IMX n'a pas de frais de transaction, tu n'as pas d'avoir de crypto pour faire les frais de transaction. Et surtout, tu peux payer directement avec l'outil Stripe. Donc, Stripe, c'est intégrant Apple Pay, intégrant Google Pay et les paiements CB classiques. Tu achètes comme ça, on te airdrop directement sur le wallet qui est enregistré. Et donc, en fait, tu ne touches jamais aux crypto-monnaies tout en pouvant jouer avec des NFT. Ok. Et donc, du coup, on peut tout simplement faire une corrélation ou pas, justement, c'est vraiment ma question, entre les jeux d'argent typiques sur Internet, les jeux en ligne, les casinos, etc., et l'écosystème, notamment MetaFight. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre les deux ou pour toi, il faut vraiment scinder les deux? Pour moi, il faut totalement scinder les deux, clairement. Et c'est ce que l'État est en train de faire avec ce qu'on va appeler les nouveaux jeux d'argent numérique, où on va pouvoir voir des points communs. Nous, on ne fait pas de fantasy, mais certains de nos confrères français, comme Sorare, comme Ovaly, vont se baser sur le réel. Donc, c'est ça qui a été la première alerte pour les autorités, de se dire, attends, il faut dépenser de l'argent, plus c'est en fonction du réel, ça ressemble quand même vachement à du pari en ligne. Il y a un élément déjà qui fait que ça n'en est pas un, c'est l'appauvrissement et le risque financier. Chez nous, à aucun moment, tu ne perds d'argent. Oui, il faut que tu achètes tes cartes et tu utilises des cartes où tu as utilisé de l'argent pour jouer au jeu et peut-être gagner de l'argent aussi. Ça, on est d'accord sur ce modèle-là. La grosse différence, c'est que quand je joue avec ma carte, je l'ai toujours à la fin, même si j'ai perdu. Et je peux la rejouer, la rejouer, la rejouer. Donc, je ne perds pas directement d'argent. Alors, après, on dira oui, il y a les problématiques de surévaluer, sous-évaluer, etc. Si le fighter finit sa carrière, forcément sa carte aura moins de valeur. Tout ça, ça reste des mécaniques en fait de jeu qui pourraient avoir lieu avec des skins dans n'importe quel jeu vidéo. Donc, c'est là où pour moi on s'éloigne énormément du jeu d'argent, même s'il y a un aspect financier et que donc on n'est ni du jeu vidéo classique, encore moins du pari en ligne, mais on se situe entre les deux et je trouve que c'est très bien que la France ait statué sur ces nouveaux critères. Parce qu'il faut aussi pouvoir protéger le public avec des choses comme l'interdiction de jeu quand tu commences à acheter trop de cartes et que tu deviens un peu fou et que tu dépenses toutes tes économies dedans. Il faut que tu puisses nous contacter en disant écoutez, je sens que j'ai un problème avec votre jeu, bannissez mon compte s'il vous plaît, je ne veux pas y aller. Et toutes ces petites mécaniques que les paris d'argent ont mis en ligne doivent pouvoir arriver dans notre écosystème aussi pour les raisons de protection de l'utilisateur. Et dire qu'on est soumis à la même chose que les jeux d'argent alors qu'il y a une perte financière et donc un danger bien plus grand dans le pari et dans le poker, etc., pour moi, ça n'a pas de sens.
Ouais, 100. Et cette corrélation, du coup, je suis curieux de savoir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne justement? Comment est-ce qu'est définie, la «force» et entre guillemets, parce que j'imagine, mais c'est peut-être pas le cas, que ça évolue, que, je sais pas, quelqu'un qui dans la vraie vie, du coup, s'il devient plus fort, aussi dans le jeu, il devient plus fort. Comment ça se passe, à ce niveau-là, au niveau, de la définition des forces, des faiblesses? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et justement cet aspect aussi achat-revente, est-ce que ce sont les joueurs qui décident à quel prix et en fait, ils revendent et puis s'ils trouvent acheteurs et ben, c'est très bien? Est-ce qu'il y a des limites hautes, limites basses? Comment est-ce que c'est défini ces 2 choses-là? Alors, pour répondre sur le prix entre les joueurs d'abord, nous, on a du conseil. C'est-à-dire que nous, on ne vend pas en auction, sauf les cartes uniques, mais toutes les autres cartes sont vendues donc dans ces packs à prix fixe. Donc, les gens peuvent déjà s'imaginer à peu près combien coûte une carte quand ils la mettent en vente entre eux. Après, bien sûr, ça reste la blockchain. Donc, même si nous, on essaie de limiter sur notre plateforme, les gens peuvent aller s'échanger les cartes ailleurs et donc définir les prix comme ils veulent, de la même manière que des cartes Pokémon ou des cartes Magic. Pour ce qui est des fighters, en effet, ils évoluent dans le jeu. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va donner une date à la création de la carte, une date trimestrielle. Et cette date trimestrielle définit pour nous la force qui s'inscrit sur cette carte. Comment on fait ça? On a un partenaire qui s'appelle Fight Matrix, qui va être l'équivalent de l'ATP qu'on a dans le tennis pour le MMA, et donc qui, sur des critères très spécifiques, attribue un classement sur tous les fighters du monde, de la plus petite à la plus grande organisation. Et donc, on travaille main dans la main avec eux pour avoir défini une grille de critères qui vont être selon dans quelle organisation tu es, le nombre de combats que tu as fait, le nombre de défenses de ceinture, si tu as déjà eu des titres, dans quel orga, etc. Donc ça, c'est un algo un petit peu complexe qui attribue des points en fonction de la carrière et qui nous permet de définir la note ensuite de la carte. Et pour aller plus loin là-dedans, donc la note aujourd'hui la moins bonne dans le jeu va être 61 pour quelqu'un qui commence, qui va être en 0-1 par exemple, a fait un seul combat pro et a perdu. Et quand on va recréer la carte du trimestre d'après ou de l'année d'après, qu'elle sera passée à 80 par exemple, ben on va proposer à une partie des utilisateurs qui avaient la carte d'avant de la cramer pour avoir la nouvelle. Donc, ce n'est pas la carte que tu as eue originellement qui, elle, devient plus forte. La carte, elle est au même niveau parce qu'on marque en fait vraiment le niveau dans le temps. Mais tu vas avoir l'occasion peut-être de transformer ta carte, de la détruire pour obtenir celle du même fighter, mais avec une carrière plus longue, avec une nouvelle temporalité. Ah, OK. Et donc c'est possible d'avoir donc il y a plusieurs cartes par joueur? Il y a plusieurs cartes par joueur. D'accord. Ouais, OK. On est dans un système en fait où tu es à 511 cartes maximum par édition de chaque joueur. Donc quand je D'accord. parle d'édition, je parle du trimestre où ils ont été créés. On ne OK. crée des nouvelles cartes que s'il y a un changement majeur dans la carrière. Donc quelqu'un qui serait allé passer d'une petite organisation à une plus grande, quelqu'un qui gagne une ceinture qui devient champion, etc. etc. Et surtout, les 511 cartes ne sont jamais distribuées. En fait, il y a une énorme pool dans les packs. Et contrairement à Pokémon qui va se dire dans mon usine, je mets les 3 Pikachu très très rares dans 3 paquets au hasard. Ces paquets sont envoyés partout dans le monde et dans ces 3 paquets, quelqu'un peut avoir la chance, mais le jour où les 3 Pikachu sont trouvés, en fait, il n'y a plus la possibilité d'avoir Pikachu. Donc, le pack que tu achètes est dévalorisé par le fait que tu ne puisses pas avoir cette carte-là. Nous, on préfère minter beaucoup de cartes, les mettre dans une pool et laisser la même chance d'avoir la même chose à tout le monde tout le temps. Donc, ça veut dire que le call dans les pools se fait au moment où toi, tu appuies sur ouvrir ton pack, même pas quand tu l'achètes. C'est vraiment quand tu vas appuyer sur ouvrir. Et donc, on a un petit peu plus de cartes que ce qu'on a besoin pour pouvoir se permettre d'avoir cette pool qui est ultra égalitaire envers tout le monde. Et une fois qu'on passe, là, nous, nos packs première édition, donc ceux qui contiennent les cartes Q1 2023, ne sont plus en vente. Quelques gens les ont encore sur leur wallet parce qu'ils les ont pas ouverts, donc la pool est encore active. Mais le jour où tous les packs seront ouverts et que la pool sera inactive, on va burner l'intégralité des cartes qui sont dedans. Et peut-être que là où il devait y avoir 300 bronzes de Cyril Gann, s'il n'y en a eu que 100 qui sont sortis, les Q1 2023 de Cyril Gann, il n'y en aura que 100 et pour toujours. OK. Donc c'est ça qui nous permet aussi de créer des nouvelles versions. Ouais, et puis ça permet aussi de créer justement cette rareté un peu comme les cartes Panini où tu dis, en fait, voilà, il y en a eu, comme tu dis, il y en a eu que 100 qui sont sortis cette année-là. Dans 10 ans, si toi tu fais partie de ceux qui ont les 100, en fait, et que les gens ont décidé peut-être même d'acheter des nouvelles, mais de garder les anciennes, ils peuvent le faire aussi. C'est Ouais. exactement ça. C'est le Ouais. principe de la collection. Hein. On le voit bien avec Ouais, Pokémon, génial. avec Magic aujourd'hui. Bien sûr. Les gens, au bout d'un moment, ce qui était sorti en premier, le Lotus noir, il vaut très très cher Ah, maintenant parce qu'il y en a très peu, parce qu'il a une histoire.
Donc, c'est vraiment le même principe qu'on a voulu mettre en place. Ah ouais, c'est génial. Et est-ce Ok. que les combattants, toi tu les appelles les fighters, mais disons les fighters, ils ont un droit de regard là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent vous conseiller? Est-ce qu'ils peuvent dire ah j'aimerais bien être, enfin qu'on n'ait pas trop de cartes de moi pour peut-être être un peu plus, avoir plus de valeur dans le jeu? Est-ce qu'ils peuvent vous conseiller peut-être, au moins vous en parler, ou est-ce qu'ils ont un droit de regard là-dessus? Alors, sur cette partie supply, non, pas du tout, parce qu'on veut que ce soit entièrement égalitaire avec tout le monde et on veut que ce soit uniquement le hasard qui fasse les choses, en fait. Parce que sinon, évidemment qu'ils vont rentrer ça dans les négos et on va se retrouver avec 1000 fois plus de cartes du grand champion que du non-champion. Donc, non, là-dessus, on ne leur donne pas du tout le truc. Le but, c'est 511, les poules, et ça sera les tirages qui définiront combien il y a de cartes en circulation. Après, on se laisse en transparence avec la communauté aussi la possibilité d'enlever certains fighters. Parce que la statistique, c'est bien. La réalité, c'est pas toujours la bonne. Et des fois, sur un coup de chance, quand il y a trop de fois le même fighter qui va sortir, eh ben, on contacte la commune en leur disant voilà, là, il y a 134 cartes de ce fighter-là, alors que lui, il n'y en a que 2. Donc, on vous propose pendant un mois, pendant 15 jours, de retirer ce fighter-là de la pool pour essayer de réégaliser et de refaire en sorte. Et ensuite, la communauté vote si oui ou non ils acceptent ça. Pour l'instant, ils acceptent bien sûr parce que le but, c'est de rendre l'économie du jeu la plus saine possible. Et à terme, on essaiera aussi de pousser ça sur la personnalisation. Ça veut dire que notre objectif vraiment long terme sur la partie MetaFight, et ça me fait réagir que je n'ai pas répondu à ta question sur le long terme tout à l'heure, Jean, de notre vision. Le but, c'est qu'ils puissent personnaliser leurs cartes aussi, les faire évoluer visuellement, graphiquement, etc. pour que peut-être un jour, toutes les cartes soient uniques parce qu'elles ont une histoire et parce que les gens les ont fait évoluer d'une manière spécifique avec des traits que les autres n'ont pas. Donc, une petite carte bronze aujourd'hui qui est trouvable à 80 centimes sur notre marketplace sera peut-être l'équivalent d'une carte gold un jour parce que la personne aura beaucoup combattu avec, l'aura fait évoluer, etc. etc. Et j'en profite de ce rebond parce que je t'ai répondu sur le court terme qui est pour moi l'acquisition grand public et la régulation. Et sur le long terme de MetaFight, bien évidemment que si on réussit à prouver à tout le monde que ce nouvel usage peut marcher pour le sport individuel, l'objectif sera bien sûr d'aller attaquer les autres sports individuels derrière et recréer des concepts semblables pour que ça soit vraiment l'économie sportive en tant que telle qui soit influencée par ces outils-là, plus que juste le MMA. Et déjà, si on arrive à faire le MMA, c'est génial, on est bien d'accord. Mais vu que tu m'as parlé long terme, si je dois choisir long terme, ça serait génial de pouvoir intégrer la Formule 1, de pouvoir intégrer le golf, de pouvoir intégrer les autres sports individuels dans le même modèle. Et là, du coup, il y a un peu plus de concurrence parce qu'effectivement, il y a des sorars, etc., qui sont déjà peut-être aussi dans un écosystème sport comme le tien, où ils sont focus dans le sport et qui ils pourraient éventuellement se diversifier. Donc là, ça va être un petit peu plus challengeant, je pense, à faire, mais ça va être super, super intéressant. Mais on a parlé un deal avec Sorar, ils gardent le sport collectif, on garde les sports individuels et comme ça, tout le monde est content. Le message est passé, donc j'espère que l'équipe de Sorar regarde le podcast et comme ça, ils auront la bonne information. Super, super Thomas pour ça. On a parlé des prix des cartes. Tu nous as dit effectivement le prix minimum d'une carte ou le prix minimum d'un pack. Est-ce qu'on peut aussi maintenant parler éventuellement des plus chers, des collections qui sont déjà en train de se monter pour montrer aux gens que peut-être il y a une carte qui a démarré à 80 centimes qui est aujourd'hui à 4 euros. Voilà, des choses comme ça, sans forcément tout expliquer, mais voilà, avoir un petit peu un visuel là-dessus. Bien sûr. Alors, pour comprendre, je vais parler des cartes qui sont vendues plus chères sur MetaFight, mais pour le comprendre, il faut voir aussi, c'est très bien mon fond que j'ai comme exemple, c'est qu'on essaye de lier les assets les plus chers, on va dire chez nous, à du réel. Donc, par exemple, en mars dernier, vous pouviez rentrer aux enchères sur la carte unique, les cartes uniques de Valentina Shevchenko et Cyril Gane. Et quand vous gagniez cette enchère, vous récupériez la paire de gants dédicacés par le fighter également en plus de votre carte. Et vous pouviez revendre votre carte d'un côté et juste récupérer les gants, garder les gants. Enfin, voilà, c'est complètement libre. Mais pour les assets les plus, ceux qui ont été vendus le plus cher, il faut bien comprendre qu'ils sont associés aussi à ces objets de collection très rares. Et c'est ça qui explique que les prix est un petit peu décollés. Donc aujourd'hui, à cette époque-là, la carte de Cyril Gane s'est vendue $6 500. La carte de Valentina, 3500. Et la carte de Valentina vient d'être achetée $25 000 la semaine dernière par un autre utilisateur. Non, c'est même pas ça, c'est une carte légendaire qui a été rachetée $25 000 la semaine dernière par un autre utilisateur, la unique étant encore dans les mains de Blackpool. Donc oui, évidemment que plus l'intérêt pour le jeu arrive, plus les assets les plus rares
peuvent être obtenus à des prix un petit peu fous. Mais le but, c'est que les gens qui achètent ces cartes-là s'affrontent entre eux. Et oui, ils vont avoir des avantages dans le jeu, évidemment, parce que la unique est plus forte que la gold. Mais le but, c'est surtout de créer un système de management à l'intérieur de notre jeu pour que ce qui t'amène à être le plus fort, ce soit ta stratégie et ta réflexion. Donc, les cartes que tu vas associer les unes avec les autres et que ce gap puisse être assez rapidement rattrapé. L'autre élément aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ligue par rareté chez nous. Donc oui, quand tu vas participer au leaderboard général avec des uniques, tu as plus de chances peut-être au début d'être au plus haut, mais en fait, c'est ton temps de jeu qui va nécessiter ça. Et avoir 10 uniques et ne passer que 1 heure dans le jeu ne permet pas d'être premier. Par contre, avoir que 50 bronzes et passer 10 heures dans le jeu, là, tu vas battre les gens qui sont les plus forts. Et c'est quelque chose qui est très touchy. Il faut vraiment bouger très doucement les leviers pour faire en sorte que le jeu soit à la fois intéressant pour ceux qui ont envie d'avoir les cartes rares, mais qu'il soit égalitaire envers tout le monde. Et notre objectif principal, c'est de se dire il faut que ce soit le temps de jeu qui définisse le leaderboard et non l'investissement, même si forcément l'investissement a un impact. Oui, histoire de privilégier aussi, enfin, pas de privilégier, mais de quand même donner les chances aux gens qui peut-être n'ont pas un gros budget et comme tu dis, arrivent avec des cartes bronze, mais sont là tous les jours, jouent, font des combats, enfin, sont vraiment investis dans le jeu et ce qui est très bien, ce qui est très très bien. Parce que oui, comme tu dis, on peut arriver, on achète les cartes uniques, on a le budget et puis voilà, on gagne tout. Je trouve ça doit être très challengeant à quantifier et à doser, j'imagine, en tout cas pour dire ok, combien on donne, comment on le répartit, comment on le fait grandir, etc. Aussi super intéressant. Et puis se battre avec l'avis de la communauté aussi, parce que toute la période d'alpha, elle était pour ajuster ces mécaniques-là notamment. Et puis alors les 2-3 premières semaines, c'était pas assez ajusté. Donc c'est en effet ceux qui les 3 qui avaient dans l'ordre investi plus d'argent dans MetaPack qui ont gagné. Et puis on a testé des choses, changé, etc. Et puis il y a un jour aussi où c'est des petits qui ont gagné, parce que vraiment on avait baissé les curseurs tout en bas. Et là, les gros joueurs, ils ont dit aussi, alors que je me fasse battre par des gens qui ont mis la moitié que moi, je comprends. Mais là, celui qui a gagné, il avait que 2 cartes. C'est quand même. Je sais, oui, mais il a été bon parce que les ligues avaient des critères. Et au mieux de se dire, je veux une collection de 100 cartes, il posait sa carte, il gagnait. Et dès que la ligue était finie, qu'un nouveau critère apparaissait, il la revendait et il achetait au même prix une carte du bon critère. Donc en fait, il a passé énormément de temps parce que c'est assez laborieux à faire ça. Mais il a réussi en se comportant comme ça à aller titiller des gens qui avaient 100 ou 150 cartes avec juste 3 ou 4 cartes au début. Ok, super intéressant. Un thème que j'avais aussi, une question que j'avais qui, je pense, elle est dans la continuité. Ça va être justement l'utilisation. Donc, comme tu dis, aujourd'hui, on passe par nos ordinateurs, etc. Là, je sais qu'il y a en début d'année, normalement, il y a Apple qui va sortir son gros casque de réalité virtuelle. Il y en a déjà qui existent. Et on parlait de 3D. Comment est-ce que c'est corrélé ça? J'imagine, mais peut-être que tu vas me reprendre, que c'est la finalité, c'est qu'en fait les gens puissent avoir leur casque et être vraiment immergés dedans, même en tant que coach pendant le combat de leurs combattants ou quand ils regardent justement le MMA. Quelle place ça a dans votre écosystème et dans votre vision justement l'utilisation de ces casques? Aujourd'hui, ça va vraiment avec ce que je te disais au début sur nos ambitions métaverse et pourquoi aujourd'hui c'est dans cet état-là et ça va être différent plus tard. C'est le hardware doit évoluer. Aujourd'hui, même les casques les plus poussés, tu les gardes 2 heures sur le cou. T'as mal au cou, c'est désagréable, tu sors, t'as un truc rouge comme ça autour des yeux. Donc c'est sympa, l'expérience est sympa, mais elle peut pas être grand public parce que c'est du sacrifice quand même de pouvoir faire tout ça. Donc celui d'Apple est attendu. Il faut voir aussi que c'est des modèles économiques qui ont été différents. Apple travaille en R&D très longtemps avant de sortir un produit qui pour eux est très perfectionné. À l'inverse, d'autres entreprises comme Oculus, avant d'être achetées par Facebook, se sont dit bon, il y a un cas d'usage, mettons en place des produits et un petit peu comme nous on a fait avec l'alpha en fait. Ils se sont dit les gens vont tester, ils vont nous dire ouais, j'ai mal au cou, j'ai mal à ci, j'ai mal à ça et ça va beaucoup plus vite ensuite en R&D. Mais forcément, quand tu t'appelles Apple et que tu es valorisé 2 milliards en bourse, c'est beaucoup plus facile de se dire on a 2 ans devant nous et 50 ingénieurs en temps plein qui bossent dessus que la petite boîte Oculus qui ensuite a été rachetée par Facebook et Facebook en fait des choses très cool aujourd'hui aussi. Mais donc, il y a ce premier sujet qui est à la fois économie et innovation ou développement de l'innovation sur le hardware. Mais bien sûr que si demain on arrive à avoir une paire de lunettes qui nous permet d'être entièrement immergés, ça sera beaucoup plus facile de dire aux gens venez essayer ça, venez voir ça, plutôt que cet énorme casque
à acheter, à configurer. On comprend pas comment ça marche. Il faut réussir à le connecter à Internet en bougeant les mains. Enfin, encore une fois, il faut se dire que chaque chose en son temps. Essayons que les gens qui sont vraiment des fans de technologie déjà soient convaincus par ces outils-là et leur proposer une expérience qui soit agréable. Et une fois qu'on aura cette base-là, on pourra faire évoluer la technologie et le hardware notamment pour pouvoir avoir des outils qui deviennent plus grand public. Mais il y a des possibilités qui sont folles. Et puis, tu prêches un convaincu. Moi, je viens de l'AR et la VR avant de venir sur la blockchain. Donc, forcément, Ah, je suis biaisé. Et pour Ok. tout te dire, si on doit aller plus loin technologiquement, moi, je trouve que ce qui est très, très intéressant dans le casque d'Apple, c'est que c'est ni VR ni AR. C'est de l'expérience cumulée. Et donc, on pourra, par un bouton, entièrement s'immerger, par exemple, dans notre salle de MMA, mais aussi voir des contenus qui s'ajoutent autour de votre télé, autour d'une cheminée, etc. Et je finirai avec un dernier sujet qui décale un petit peu, mais pour moi, l'arrivée des casques peut être aussi la fin de la publicité agressive, comme on l'a toujours à la télé, etc. Parce qu'on pourra arriver à un moment où on pourra regarder un programme et que ça sortira du champ visuel, ou proposer des CTA qui arrivent directement, en fait. Donc, on regarde notre pub Peugeot à la télé, au mieux de devoir taper sur l'ordinateur, etc. Si on est intéressé, on va pouvoir, d'un mouvement, accéder au produit. Et en termes d'acquisition, je pense que c'est très, très puissant et que ça peut aussi tellement. peut-être permettre que la publicité soit moins intempestive et plus rentable et donc qu'on soit moins agressé, peut-être dans une économie web plus intéressante. Mais ça, c'est vraiment une croyance personnelle, un espoir personnel. On verra bien où on va avec tout ça. Pendant qu'on est sur la partie, c'est super intéressant, ce que tu dis, Thomas, et pendant qu'on est sur la partie, métaverse, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a encore pas trop abordé. Je vais me remettre dans la position d'un amateur et est-ce que tu peux, m'expliquer rapidement, en tant qu'amateur, c'est quoi exactement un métaverse? Est-ce que, c'est amené à grandir et est-ce que c'est amené à être le futur? Qu'est-ce sont les potentiels qui peuvent se faire dans le métaverse? Comment toi, tu expliquerais le métaverse avec tes mots, ce que c'est actuellement, ce que ça peut devenir, les possibilités, les options qu'il y a là-dessus? Bon, ça peut durer des heures, mais en essayant avec tes mots le plus simple possible, nous décrire ce que c'est que le métaverse. Eh ben, écoute, je vais avoir deux réponses. La première, elle est plus philosophique. C'est qu'est-ce qui est censé être le principe du métaverse au singulier, qui est de se dire qu'on va créer un clone du monde en 3D pour pouvoir avoir une, entre guillemets, double vie, une vie digitale et une vie non digitale. Et le pas franchi majeur pour cette vie digitale, c'est l'économie digitale qu'on a réussi à créer grâce aux crypto-assets et aux NFT et à toutes ces choses-là, parce que tant qu'on ne pouvait pas donner une valeur et une propriété, un ownership à quelque chose, c'était très compliqué de pouvoir faire un clone digital du monde. Voilà, donc si on imagine un petit peu ça, ça va être le film de Spielberg, ça va être ces choses-là où tout le monde interagit très rapidement, ce qu'on peut parler, tous les jeux vidéo sont mélangés, tout ça. Ça, on est très, 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 très loin de pouvoir arriver à ce genre de choses. Aujourd'hui, pour moi, le métavers, c'est donc cette possibilité d'avoir un ownership digital. Et ce qu'on appelle le métavers en termes marketing aujourd'hui, ce sont rien de plus que des rooms 3D en capacité d'accueillir beaucoup de personnes en même temps. Et aujourd'hui, si on devait répondre sur quel est le plus gros métaverse au monde, c'est Fortnite. Le concert de Travis Scott dans Fortnite reste l'endroit où il y a le plus eu de monde en même temps dans un monde digital. Et pour autant, il n'y avait pas spécifiquement de pont avec d'autres endroits. Il n'y avait pas de VR, il n'y avait pas de tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, on a donc, pour résumer, c'est le premier principe qui est de se dire le monde réel existe et grâce à l'Internet, on va créer un monde digital où les gens pourront avoir une vie aussi, faire des achats, faire de la revente, peut-être avoir une maison, peut-être avoir un terrain pour ceux que ça intéresse. C'est le futur. Et aujourd'hui, on a plein de petites briques qui sont en train de construire ce futur, qui ne sont pas encore connectées les unes aux autres, mais qui sont un travail de R&D pour pouvoir un jour arriver à cet élément philosophique pour l'instant à travers ça. Aujourd'hui, si quelqu'un est grand public et qui veut comprendre le métaverse, il faut juste lui expliquer le cas d'usage que tu vas faire et dire et on va faire ça dans un jeu vidéo. Et ça, le grand public le comprend. On va diffuser des combats de MMA dans un jeu vidéo. Ah d'accord, j'ai compris. Je fais de la diffusion de MMA dans le métaverse. Oula, ça fait peur. Et c'est vraiment le fond du sujet. D'accord, bah, super intéressant. Bah, merci pour, voilà, essayer d'avoir, un peu éclairci le métaverse pour les gens et donc du coup, toujours sur le prisme de l'amateur,
Si moi demain on me dit: «Ouah, c'est métaverse, ça veut dire que dans pas longtemps, tout le monde va être connecté avec son casque ou tout le monde va vivre dedans». Qu'est-ce que toi tu réponds à ce genre de phrase que tu dois entendre assez régulièrement? C'est vrai que quand nous, dans le Web3, on parle un peu de métaverse, et si moi j'en parle, à des proches, selon les générations, il y a des gens qui disent: «Oh là là, mais c'est impossible, c'est comme Matrix, c'est comme des films où, à l'ancienne où, dans le futur, on va être tous branchés là-dessus, c'est pas possible, la technologie avance trop vite». Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Comment tu peux rassurer les gens sur ce sujet-là? Non, je leur réponds déjà que c'est bien souvent ce qui s'est passé sur tous les domaines technologiques. On a dit la même chose d'Internet avant Internet, on a dit la même chose des réseaux sociaux avant les réseaux sociaux. Et pour autant, mais aujourd'hui, ceux qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux n'y sont pas. Ça peut avoir un impact business, mais en réalité, si tu ne veux pas y être en perso, si tu veux payer des gens pour gérer les réseaux sociaux de ton entreprise, c'est possible. Donc, tu n'es pas obligé d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, même si ça aide. Dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser Internet, je pense que c'est plus possible aujourd'hui, évidemment. Mais je pense que ça va être la même chose avec ce qu'on peut appeler le métaverse. Il y a les gens qui seront touchés par ça, qui voudront avoir cette vie digitale et accéder à ces outils-là et qui le feront, et d'autres gens qui seront réfractaires et qui ne le feront pas. Et pour moi, c'est pas inquiétant dans plusieurs sens. Déjà parce que je pense que ça peut avoir un réel impact positif social pour certaines personnes qui n'ont pas la fibre d'aller dehors ou qui sont timides, qui ont du mal à pouvoir connecter avec d'autres gens. Et ben, c'est une facilité parce qu'il y a une barrière, cette barrière de ne pas être là en physique ensemble, mais qui en même temps, il y a les avantages de la techno où on va quand même avoir les mains qui bougent, on va voir les lèvres bouger, quelque chose qui est peut-être plus émotionnel qu'un message texto, qu'une conversation téléphonique. Donc c'est là où je leur disais, rassurez-vous, en fait, on n'est pas en train de venir vous agacer, vous n'allez pas être obligé de vivre avec un casque sur la tête. Le métavers, c'est pas qu'un casque, c'est tout ce qui touche à l'internet. Donc tu peux très bien faire ça avec ton téléphone. Et le casque, c'est un argument d'immersion, qui n'est pas forcément nécessaire, d'autant plus si tu en as peur. Peut-être qu'il ne faut pas s'immerger tout de suite, peut-être faire des petits pas. Et je reviendrai à ce qu'on s'est dit depuis le tout début. Le métavers sera utile quand on aura des usages. Et même la personne qui te dit oui, mais ça fait peur, le jour où tu lui proposeras un usage, par exemple, c'est un fan de voiture et que tu lui dis mets-moi le casque et tu vas faire des tours de F1 avec Vettel qui conduit, à mon avis, sa peur, elle disparaît tout de suite parce qu'en fait, il y a un usage où il est fan et il va y aller. Donc, pour moi, c'est juste ça. C'est vraiment ça le sujet, le cas d'usage. Il aura sûrement peur d'autre chose. À ce moment-là, d'être dans la voiture immergé, il aura plus peur du métaverse, mais il aura peur de la vitesse. Mais peut-être une bassine sur ton canapé le jour où tu lui proposes ça, on est d'accord. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais on sait que voilà, c'est une évolution. C'est une évolution sur laquelle il n'y a aucune obligation à l'heure actuelle d'aller vivre sur un métaverse. Il y a des gens qui, effectivement, quand on leur dit métaverse, on peut acheter de l'immobilier sur le métaverse, on peut faire des choses sur le métaverse. Pour beaucoup de gens, ils ont l'impression que c'est difficile. Ça veut dire, oh, je vais acheter de l'immobilier sur un métaverse, je vais devoir aller vivre sur un métaverse. Et non, on n'en est pas du tout là. Et je pense pas que ça peut-être arriver, mais je pense pas que ça soit la vision, la vision numéro une. Cependant, c'est vrai que c'est à court terme, c'est peut-être une des options, une des possibilités qu'effectivement sur la partie métaverse, ça continue à évoluer. Il y a aussi, pendant qu'on parle un petit peu de la partie métaverse, il y a aussi des options où il y a des gens qui se disent bon, ça voudrait dire que je peux créer un avatar. Et toi, tu l'as très justement dit, Thomas, je peux créer un avatar et sur cet avatar, je peux vivre 100% avec mon avatar dans le jeu vidéo. Donc ça, on le sait. Par exemple, on connaît tous le film Avatar, tout simplement. Et en fait, ce film Avatar montre un petit peu la possibilité que les gens ont de venir se brancher dans un écosystème et de vivre. Et il y a aussi des gens qui ont peur du métaverse en se disant waouh, le métaverse, c'est nouveau parce que ça donne en fait la possibilité de me créer en fait une fausse image de moi, une fausse personne, et d'aller me balader dans cette partie-là. Effectivement, c'est ce que toi, tu as très justement dit, Thomas. Ce qui est super cool, c'est qu'en fait, les gens qui sont un peu timides dans la vraie vie, qui peut-être peuvent être agressés, ça peut être un échappatoire pour eux. D'accord, ça peut être vraiment. Alors après, ça peut aller jusqu'à l'extrême où la personne, à un moment, ne veut plus du tout sortir de l'avatar, ce qui est d'ailleurs arrivé dans le film Avatar, et reste complètement dans son monde et ne veut plus jamais sortir. Bon, je pense qu'on n'en est pas là, ça n'arrivera pas la semaine prochaine, ça c'est sûr, mais déjà, voilà, c'est des choses qui parfois on entend parler quand on parle de métaverse. Et du coup, restons sur le sujet du métaverse. Donc vous êtes en train de développer votre propre métaverse.
D'accord? Donc, c'est un peu comme les blockchains. Il y a autant de blockchains qu'il y a de projets. Et donc, du coup, il va y avoir autant de métaverses qu'il y aura de projets. On entend beaucoup parler de celui de Facebook Meta. Donc, vous aurez votre propre métaverse. Est-ce qu'il y aura déjà un nom? Est-ce que ça sera tout simplement le MetaFight? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Et en même temps, comment ça se passe de développer un métaverse, alors sans donner des informations à la concurrence, hein, tu n'es pas là pour aider tout le monde, mais comment ça se passe de développer un métaverse? Je suis super intéressé. Ben, en fait, on développe un jeu vidéo. Il ne faut pas essayer de réfléchir plus long que ça. C'est une room 3D dans laquelle il y a des interactions avec des contraintes qui sont un peu différentes, qui vont être plus de s'axer sur le nombre de gens qu'on peut accueillir et le fait qu'ils puissent communiquer entre eux et interagir entre eux, que le fait qu'on ait des explosions de fumée qui soient plus belles que celui du concurrent. Mais en réalité, nous, si aujourd'hui on est en R&D sur une partie métaverse propre, fabriquée par nous-mêmes, c'est parce que on ne trouve pas aujourd'hui de partenaires qui cochent toutes les cases de ce qu'on essaye de faire. Donc, c'est la seule raison pour laquelle on est en train de développer en interne, c'est parce qu'on a un cahier des charges un peu complexe et que plutôt que passer la moitié de l'année à essayer de trouver le bon partenaire, on se dit autant commencer à travailler. On a la chance de venir de ces métiers-là. Notre CPO aussi, lui, est un expert de cette partie-là, donc ça l'intéresse vachement de pouvoir avancer sur ces sujets. Mais pour autant, on ne se dit pas qu'on a des concurrents, on ne se dit pas qu'on va avoir que le nôtre. On aura des expériences dans beaucoup d'autres métaverses également, ou en tout cas personnes qui proposent des environnements 3D. Donc là, on a une expérience plus gamifiante cette fois qui est en train d'être construite chez ce Sandbox, en partenariat avec eux et qui devrait sortir en milieu d'année prochaine également. On est sur Spatial, nous, sur les diffusions actuelles. On a été sur VRChat, on a été sur Alspace VR. Et si d'autres partenaires nous tendent la main en nous disant venez essayer de diffuser chez nous aussi, on a telle ou telle feature qui sont intéressantes, on ira et avec grand plaisir. Pour le même sujet que je disais tout à l'heure, où je ne pense qu'à terme, il faudra que tout ça soit relié si on veut vraiment que ce soit intéressant. Mais aujourd'hui, être sur Instagram ne t'empêche pas d'être sur Twitter, ne t'empêche pas d'envoyer des mails. Et pour moi, c'est juste la même chose en fait. Il faut voir les avantages de à droite ou à gauche. Et si on veut pouvoir diffuser un maximum de monde, profiter des communautés qui existent dans ces entreprises en leur disant venez, le MMA c'est sympa. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'être partout en fait, plus que de se dire que on veut tout garder enfermé chez nous parce que l'expérience est la meilleure. Donc on essaye plutôt de réfléchir à quels sont les avantages et les inconvénients de telle ou telle room 3D et de les utiliser, les rendre fun. Sandbox, c'est du cubique. Je ne vais pas essayer de faire de la représentation ultra précise du coup qu'il y a eu entre les deux champions à leur dernier combat. Ça n'a pas d'intérêt, ce serait ridicule. Par contre, il y a un côté fun, une possibilité de s'affronter, une possibilité de ça. Donc, l'expérience va être plus tendue sur quelque chose d'intense, de fun, de marrant. Là où peut-être que nous, ce sera beaucoup plus sérieux et posé pour pouvoir, par contre, là, proposer aux gens un jour, les coachs peut-être, de regarder les combats, pouvoir mettre pause, voir le point arriver, le voir reculer, calculer la distance, la longe, etc. Donc, entre la personne qui aura envie de spammer des boutons pour courir et taper, et le coach qui veut lui pouvoir analyser les mouvements, les deux, on pourrait appeler ça métaverse, et c'est deux choses totalement différentes. Donc, voilà pourquoi on développe le nôtre, et voilà pourquoi on a envie de développer chez ou avec l'ensemble de l'écosystème qui nous tendra la main et pourra proposer une valeur ajoutée. Donc après, il va y avoir une rediffusion aussi en live de combat et vous allez avoir des commentateurs qui vont arriver, qui vont commenter ce qui se passe. Effectivement, les gens pourront faire un genre de replay. Enfin, voilà, il y a un truc qui est en train de se créer qui est juste incroyable. Votre écosystème, parce que ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Je sais que tu en as parlé un petit peu avant, où tu parlais que les gens peuvent justement voter, décider un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Est-ce qu'on peut considérer MetaFight comme une DAO ou pas totalement? Non. Ça ne serait pas transparent de dire qu'on est une DAO. On propose à la communauté d'intervenir sur certaines décisions où on juge que ça peut être intéressant pour eux comme pour nous. Maintenant, si on prend une vraie DAO, aujourd'hui, ça veut dire que je ne serais même pas CEO ou quoi que ce soit. Ça serait toutes les décisions seraient prises par tout le monde. Je pense que c'est des modèles qui marchent très bien pour aller vers des choses qui sont peut-être un peu plus associatives. Mais pour réussir à faire tenir une entreprise aujourd'hui en DAO,
C'est pas possible. Ouais, l'agilité est quand même très, très, très limitante. Et il suffit qu'il y ait 10 personnes qui ne puissent pas voter pendant une semaine pour pas qu'on verse les salaires, par exemple. Je fais un cliché volontairement, ça serait pas comme ça. Mais comme je pense que ça rend ça plus compréhensible pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le principe. Après, ce qui a été créé pour les DAO et l'impact que ça peut avoir sur les différentes démocraties est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais je pense qu'il faut séparer innovation, business et volonté de décider tous ensemble, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même un capitaine de navire et une vision commune avec des gens qui puissent se parler tous les jours pour faire avancer une entreprise, et laisser toutes les décisions sur une DAO, c'est très très compliqué pour faire de l'innovation. Ouais, non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que je pique la curiosité aussi des amateurs, des nouveaux, des early adopters de métaverse, et juste voilà, leur dire, bah, c'est pas parce qu'effectivement on est un métaverse ou qu'on est sur le Web3 qu'on est une DAO. On est une vraie entreprise. Il y a une personne qui est à la tête, c'est Thomas, avec bien sûr sa cofondatrice, c'est Julia, si je dis pas de bêtises. Ça, exactement. Et donc, du coup, voilà, il y a deux personnes. C'est pas parce que c'est sur la blockchain que derrière les personnes n'existent pas. Bien au contraire, ça existe. Il y a une gouvernance, il y a une vraie société, d'accord, qui est inscrite au registre du commerce et des sociétés. Tu es basé où? À Paris, hein, j'imagine? À Paris, bien sûr. Donc voilà, il y a une vraie personne. Voilà, vous pouvez contacter, et c'est des vraies sociétés. Donc quand on est sur le Web3, quand on est sur la blockchain, quand on est dans un métaverse, on n'est pas forcément qu'une DAO, on n'est pas des personnes sans tête. Parfois, il y a des vraies personnes. Et du coup, ça revient sur un sujet qui, je pense, est important qu'on traite, parce que je sais que tu es un spécialiste de ça. C'est faire un petit peu une différence entre le Web 2 et le Web 3. Comment un petit peu, surtout le Web 3 a commencé, notamment, tu l'as parlé, vraiment très scammy, avec beaucoup de problèmes, et comment il est gentiment en train d'évoluer avec quelque chose de positif, avec une adoption de plus en plus massive, et peut-être aussi qui va encore augmenter. Alors, je ne sais pas si pour toi vous êtes lié à ça, mais avec peut-être le bull run sur les cryptos qui peut arriver et qui peut avoir de plus en plus de gens qui s'intéressent à ton écosystème. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses par rapport à ça? Pour comprendre le Web3, je pense qu'il faut partir de la base de ce qu'on a pu et le différencier avec le Web 1 et le Web 2. Et en fait, c'est le sens de circulation de l'information dans les trois cas qui, pour moi, est le sujet principal. Le Web 1, c'était moi, j'utilise mon ordinateur pour récupérer une information qui arrive d'en face, mais je ne communique pas, il n'y a pas d'échange avec cette information. Le Web 2 est devenu donc l'arrivée des réseaux sociaux, et au sens terme, pas juste Instagram. Wikipédia est un réseau social parce que c'est les utilisateurs qui produisent le contenu. C'est ce qu'on a appelé le Web 2, où là, c'est devenu un échange direct, indirect. Les créateurs n'étaient plus que les marques, c'était aussi n'importe qui dans le monde qui pouvait donner son avis, échanger son avis, créer du contenu. Donc, c'était l'arrivée du Web 2. Et l'arrivée du Web 3, c'est la possibilité de rendre ça plus global, donc par exemple par les DAO, mais aussi du coup de devenir l'intégration de l'ownership et des transactions sur les assets digitaux qui mettent une nouvelle forme de possibilités, et qui a permis notamment de créer un écosystème qui permet d'être un énorme Kickstarter en fait. Parce qu'aujourd'hui, et ça me permettra de faire la transition sur ce que tu dis face aux crypto-monnaies, le lancement d'un token dans un projet, le lancement d'une vente de NFT au début, bien souvent, c'est une manière pour les entreprises de lever de l'argent d'une nouvelle façon. Et c'est du Kickstarter, parce que tu vas acheter ma carte et je vais te promettre que tu pourras l'utiliser dans un jeu, tu pourras faire X, Y, Z choses avec. C'est exactement le principe des Kickstarter, je l'ai dit 3 fois, pardon, où on venait sur le site s'inscrire pour tel jeu de société et le recevoir 6 mois, 1 an, 2 ans après quand il serait terminé, parce qu'on n'avait plus participé à sa création. Et pour moi, le Web3 aujourd'hui, ça a étendu ça à la possibilité pour toute entreprise de commencer à avoir des clients ou proposer des idées à ses clients et échanger avec eux avant même que le produit soit commercialisé. Donc, effectivement, le Web3 est en train de redéfinir le paysage et les transformations numériques, en train de transformer le paysage des affaires. Et ce n'est pas juste une mode, parce que pour beaucoup de gens, c'est une mode. Donc, effectivement, ce n'est pas juste une mode. On a vu énormément de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder, Thomas, dans ce podcast? Est-ce que, typiquement, comment est en train d'évoluer MetaFight? Est-ce que prochainement, il va y avoir une levée de fonds et vous allez chercher des investisseurs? Est-ce que vous êtes en phase de recrutement et vous cherchez des potentielles personnes? Est-ce que vous cherchez de nouveaux sportifs? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Et si bien sûr, tu as d'autres sujets à traiter, je réponds oui et oui.
Nous serons toujours en recherche de nouveaux sportifs jusqu'à ce que nous ayons l'intégralité des combattants de MMA du monde. Nous sommes actuellement en levée de fonds également. Parce que c'est des choses qui coûtent cher. On a levé déjà 1,2 million l'année dernière. Donc là, on repart sur une nouvelle phase de levée également. Mais ta question du milieu, c'était un oui, mais elle était sur les employés. Bien sûr, toute personne qui pense avoir des idées, pense pouvoir venir rejoindre la team pour builder, soit sur la partie 3D, sur la partie game, sur la partie plus collection, etc. Et bien sûr, la bienvenue. Mon Twitter est ouvert, mes MP sont ouverts. Envoyez-moi des messages, il n'y a aucun souci. Au contraire, on cherche des gens, on cherche des talents. Plus on sera nombreux et motivés, et plus on ira vite vers les objectifs. Trop cool. Et le chemin d'accès pour te contacter aussi pour une levée de fonds, typiquement, c'est le même? Quelle Mon est la adresse mail, meilleure voie? c'est très simple, thomas@metafight.com. Vous pouvez me contacter par email, que ce soit Telegram ou les autres réseaux sociaux. Normalement, j'ai à peu près le même tag, donc vous devriez pouvoir me retrouver assez facilement. Et l'ensemble de ces messageries sont checkées au moins une fois par jour. Donc normalement, on peut pas se louper si vous voulez essayer de me trouver. Bon, bah super. Et au pire, si jamais vous êtes perdu, n'hésitez pas à nous contacter et on vous donnera les coordonnées de Thomas pour pouvoir faciliter cette mise en relation. Super projet, super produit. Il cherche des fonds, il cherche des talents, il cherche des sportifs. Bah, il y a tout à faire. Donc, si vous voulez avancer avec MetaFight, il y a énormément, énormément de potentiel. Bah, bravo, bravo pour tout ça. Est-ce qu'on peut avoir Merci un peu beaucoup. une idée sur la levée de fonds que vous recherchez actuellement? Combien vous avez besoin et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est pour quel objectif? Ou à moins que ça soit encore confidentiel? Est-ce que tu peux Alors, je peut-être vais vendre faire un une peu réponse cette levée? qui est assez floue parce qu'en effet, il y a des choses qu'on ne peut pas encore annoncer. Bah oui. Mais en gros, faire très, très gros, on a signé des partenariats avec des marques qui sont beaucoup plus grandes que ce qu'on a eu jusqu'à ici. En gros, on passe un nouveau step. Bravo. Et ce nouveau step va nous permettre probablement de générer un petit peu plus de revenus aussi, d'avancer plus loin dans les outils technologiques. Donc c'est pour ça qu'on lève, parce qu'on a cette signature qui vient d'avoir lieu, qui était quelque chose sur notre roadmap qui était à 4 ans de création de la boîte. Donc on a réussi parce qu'on a bien travaillé à la faire à 2 ans. Donc maintenant voilà, on lève parce que l'ambition augmente, on passe vraiment une nouvelle marche là l'année prochaine sur MetaFight. C'est pour ça aussi qu'on a fermé l'alpha pour commencer à mettre la bêta en ligne. Donc, je ne peux pas donner tous les tenants et les aboutissants de ça pour l'instant. Ça sera plutôt début 2024 que je pourrai les annoncer. Cool. Mais c'est pour ça qu'on relève et que pour pouvoir aller le plus vite possible, tout simplement, et profiter de ces nouveaux partenaires et pouvoir faire un maximum de choses avec eux. Waouh, bah bravo. Franchement, Ouais. félicitations pour tout ce que tu fais avec ta team, pardon, ta cofondatrice. Bravo à toute l'équipe MetaFight pour ce que vous mettez en place. C'est incroyable. Juste bravo, très bonne idée. Merci beaucoup, Super c'est très gentil, écosystème, merci. c'est génial. Bravo Thomas. Est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose? Eh ben, le petit quelque chose qui va rejoindre tes compliments, c'est merci à toute cette team, surtout de fous furieux, qui ont bossé sans être payés, qui ont bossé la nuit et le jour et qui continuent encore à le faire quand il y a besoin, par passion et par conviction. Je pense qu'on a quelque chose dans les mains qui vaut de l'or et que c'est juste une question de temps avant que ce retour se fasse. Et donc, c'est eux surtout. MetaFight, c'est avant tout ça. C'est beaucoup de gens, beaucoup de gens. On a été 25 à un moment à bosser dans les mêmes bureaux en même temps, alors qu'on n'avait même pas encore fait la première levée. Et tout le monde était là à fond. Et la plupart de ces gens sont encore là. Donc c'est super. Et surtout, merci à eux. Energy is everything. Quand les gens ils sont connectés, ils mettent de l'énergie, ça fait des belles choses et on le voit en tout cas. J'en suis persuadé également. Et Ouais. on va aller très loin tous ensemble. Donc c'est top. Et vraiment un grand merci à eux parce que sans eux, on n'en serait pas là. Eh ben, on les salue fort. On les salue fort en tout cas. Écoute, merci en tout cas. Merci Thomas d'avoir été présent avec nous. On a passé un super moment. On a parlé de plein de choses. On a Également. appris plein de choses. C'était vraiment génial. On va mettre dans tous les cas aussi tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On va mettre évidemment tout en description pour que ça soit facile pour les personnes qui ont envie de te contacter et au plaisir de se refaire en tout cas un podcast ensemble, peut-être la prochaine fois en physique même, à voir avec grand plaisir. Et on te souhaite tout le meilleur en tout cas et de très très belles choses. Tous les gens qui veulent, qui s'intéressent à ce projet-là, MetaFight n'est qu'au début. Merci beaucoup à vous pour votre accueil. Franchement, c'était top.
passez une très bonne journée et puis à la prochaine fois pour qu'on aura le droit de faire ces annonces. Comme ça, on pourra rebondir sur la fin du dernier. Avec grand Tellement. plaisir. À très vite. Merci tout le monde de nous avoir Merci. écoutés et on vous dit à très bientôt pour un épisode de Talk and Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Talk and Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.